Salut à tous, bienvenue dans la remontada, deuxième épisode. Vous entendez, ma voix est un peu déraillée, un peu Johnny Hallyday allume le feu. Mais voilà, on est là, on va faire l'épisode quand même. Et j'ai un invité extraordinaire. Mais en fait, je vais la laisser se présenter tout d'abord. Ama, merci d'être venue. C'est déjà un honneur d'être là. Déjà, de base, j'écoutais chaque semaine le podcast et maintenant j'y suis. Donc, bon. Ah bah, c'est génial. Je dis quoi pour me présenter Comment tu pourrais te présenter sur vers cette carte. Moi, c'est Ama, j'ai quel âge? Ouais, j'ai 18 ans. De base, j'étais créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, etc. Et maintenant, je suis devenue actrice sur une série Netflix, Bandit, qui est sortie le 9 avril. Allez regarder, elle est très très bien. Première série martiniquaise, produite par Netflix. Et je pense que voilà, je fais le résumé. Ok, on va revenir en arrière. Parce qu'il faut qu'on aille vers le background, tout ça. Pas longtemps en arrière, hein, mais déjà, d'une part, après on reviendra complètement sur ta vie, etc. Mais d'une part, pourquoi actrice, comment ça t'est tombé dessus? On revient après en détail, hein, mais je pense que ça peut être intéressant. Comment ça m'est tombé dessus? C'est une très bonne question parce que même moi, je ne sais pas comment c'est arrivé. Être actrice, c'est pas forcément quelque chose auquel j'étais attachée. Moi, de base, je suis vraiment plus vraiment réseaux sociaux, faire mes propres vidéos, etc. C'est peut-être un projet auquel j'avais pensé. D'ailleurs, je t'avais envoyé une note Ouais. un jour. J'avais écrit, je m'ennuyais, j'ai écrit toute une liste de choses que j'aimerais faire dans ma vie. Ouais, actrice Netflix, des choses comme ça. Et au final, c'est arrivé comme ça un jour. Il y a des directeurs de casting qui sont venus dans notre classe. Ils nous ont dit oui, on fait une série Netflix en Martinique. Ok. Je me suis dit, ok, déjà, pourquoi Netflix vient en Martinique alors que de base, on est dans notre coin, perdu, etc., on fait nos affaires. Et finalement, de fil en aiguille, je suis rentrée dans le processus de casting, tout en étant dans la mentalité, pas je m'en fous, mais je suis pas là pour forcément jouer dans la série. Et au final, j'ai fait des castings et tout le temps, on m'a rappelé. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être une chance. Au final, me voici en train de jouer le rôle de Ambre dans Bandit. C'est lourd, c'est vraiment lourd. Et en plus, quand on regarde la série, on se dit, mais elle a joué depuis longtemps, etc. Alors que c'est ton premier rôle devant le petit écran. Mais c'est ton premier rôle, en vrai. Ouais, tout premier rôle. Et d'ailleurs, la série, elle est visée un peu partout dans le monde. Oui, c'est 190 pays. C'est ouf. J'arrive pas, en fait, j'arrive pas à réaliser. Ok, C'est trop dur. ok. De toute façon, on revient en arrière. Ambre, petite, t'es née en Martinique ou Du tout. comment ça, c'est quoi ta vie au départ? Ma vie. Moi, de base, je suis née en France, Ok. dans le 93, représente. Euh, Après, mes parents, ils ont déménagé quand j'avais 2 ans en Martinique Ok. par rapport à leur travail. Du coup, en fait, j'ai connu que la Martinique et tout. Mais ça fait que j'ai vécu un peu dans un mélange de cultures. Mes parents sont guinéens de base. Ok. Et du coup, c'est pour ça que je reçois beaucoup de messages. Oui, mais t'es martiniquaise, t'es quoi au final par rapport à mon nom de famille? Ouais. Et du coup, voilà, j'ai vécu avec un mélange de culture entre la Martinique, mes parents, la Guinée, aussi un mélange un peu de France. Donc voilà. Ça se fait des parents guinéens qui se retrouvent en Martinique. En fait, je pense que mes parents, déjà, ils ont toujours voyagé et de par leur travail, ils ont eu l'opportunité du coup d'aller en Martinique. Et je pense que pour une vie en famille, la Martinique, c'est vraiment, je dirais pas que c'est mieux que la France, mais en tout cas, nous, ça nous convenait beaucoup plus que la France. Et donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus là. Ok. Donc, comment bon, quand on est petit, ce qui est bien, c'est qu'on se souvient pas de ce qui s'est passé avant. Donc, l'endroit où on est, c'est notre endroit, quoi. Donc, si tu as grandi en Martinique dans ta tête, tu es totalement martiniquaise, totalement dans le délire. Ou, voilà, c'est une question que je voulais voir avec toi. Comment ça s'est goupillé de ton côté? De la Martinique? Ouais. Quand tu étais petite, dans ta petite enfance, comment tu as grandi? C'est compliqué parce qu'en fait, je me suis jamais sentie, jusqu'à maintenant, là, depuis que j'habite en France, totalement martiniquaise. Parce que du coup, j'ai vécu à la maison avec des parents africains,
un peu la mentalité française, africaine, mais dehors, je vivais avec, la mentalité martiniquaise et cetera. Sauf que du coup, ça créait une sorte de cassure bizarre où je sais pas, quand j'étais dehors, je me sentais pas vraiment martiniquaise. Quand j'étais chez mes parents, bah, je me sentais pas totalement, africaine puisque je vivais avec la mentalité française et cetera. Donc en fait, je sais pas, je me suis jamais sentie, full, en fait, je sais pas. Faut quelque chose. Non, voilà, c'est En ça. fait, t'es métis sans l'être, quoi. C'est ça, mais depuis que je suis arrivée en France là, parce que j'ai déménagé il y a 7 mois, je ressens plus le fait d'être martiniquaise parce que je sens qu'en France, on te fait sentir que t'es pas vraiment français, tu vois? Ok. Du coup, c'est plus là maintenant je me rends compte que ouais, en fait, je suis un peu tout. Sans mais là, je peux dire vraiment je me sens martiniquaise et tout, même si les gens de Martinique vont me dire, «Non mais Ouais, de toute c'est, façon» c'est l'endroit, pour moi, hein, c'est l'endroit où tu grandis qui fait ton identité. c'est ça, C'est pas parce que tes parents sont. c'est ça. Donc, je pense que, en tout cas, à mon avis, tu connais même mieux la Martinique que certains Martiniquais qui ont grandi en France. Oui, en fait, c'est ça. Pour moi, en tout cas, je pense que je suis martiniquaise, plus que certaines personnes, qui ont vraiment les origines martiniquaises et cetera. Donc, Ouais. et euh, dans ton discours, tu dis souvent la France, la Martinique, comme si ce sont deux territoires Parlons-en. totalement différents. De ton expérience, Mmh. qu'est-ce qui fait que la Martinique, bah, pour toi, c'est pas la France, entre guillemets? Beh, en fait, c'est, je pense que tu demandes à tous les Martiniquais, on dit tous Martinique et France. Mhm. Parce que déjà très peu de Français, avant même que la série elle sorte ou quoi, ils connaissaient même pas la Martinique. Et donc moi, je pense qu'on adopte souvent ces 2 mots, c'est-à-dire Martinique et France, parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est que quand on vient en France, on ne nous considère pas comme des Français, on nous considère soit comme des Antillais, soit comme autres. Et puis même la culture, ça n'a rien à voir. Heu, Tout ce qui est, je sais pas, la vie là-bas, ça n'a rien à voir. Même la France en général, on s'occupe pas de nous. Enfin, c'est vraiment la Martinique, j'ai l'impression que c'est un monde à part. Juridiquement, c'est français, Mhm. mais la vie, ça n'a rien à voir. Vraiment Toi, rien à voir. toi, quand tu as grandi là-bas en ton enfance, tout ce que tu te souviens, Mmh. c'est quand on dit vraiment ne pas s'occuper, ça ressemble à quoi concrètement? Qu'est-ce que les disparités que tu vois entre la Martinique et la France, clairement, enfin, France métropolitaine pour ceux Ouais. qui veulent chipoter. C'est ça. La différence entre les 2, déjà, la vie en Martinique, elle est beaucoup plus, je dirais pas plus calme, mais moins dans le fast. Mhm. Enfin, moi, je vais parler surtout de Paris. Paris, c'est très fast, c'est très beaucoup dans la performance, beaucoup dans très rapide, que ce soit à l'école même. Par exemple, l'école en Martinique, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus dans l'entraide, c'est beaucoup plus familial. Par exemple, je sais que quand j'étais à l'école depuis la maternelle, j'ai des relations avec des profs, je pense que j'aurais été en France, j'aurais pas eu. Par exemple, il y a des professeurs, de maternelle à qui je parle toujours, on est toujours hyper soudés et c'est un peu ça qu'il y a pas trop en France. Après, je pense que c'est aussi parce que c'est plus grand la France, Ouais. que c'est moins. C'est un esprit un peu plus village, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. La Martinique, en fait, c'est tellement petit que tout le monde se connaît. Donc, en fait, c'est une grande famille et cetera. C'est ça qu'il y a pas trop en France, aussi, bah, les prix. Là-bas, c'est pas du tout la même chose, niveau prix, on est à fois 4 fois je sais même pas combien. La mentalité aussi, comme c'est plus petit, des fois il y a des choses, l'avantage que je trouve en France, c'est que tu peux plus être qui tu veux qu'en Martinique. Ok. Là-bas, par exemple, la manière dont je suis habillée, la manière dont je suis, ça aurait été plus difficile de me développer qu'en France, tu peux faire entre guillemets «ce que tu veux». Ok. C'est un peu ce genre de choses-là, c'est que Martinique, c'est très convivial, très famille, il y a très peu de monde, tout le monde se connaît. France, c'est un peu plus détaché, plus chacun pour soi, plus, individuel, ouais, je dirais. Ouais, c'est en fait, en gros, c'est la différence entre un petit pays C'est ça, et un grand pays. c'est C'est ça. pas moi, parce que comme je suis souvent au Danemark, Copenhague, entre guillemets, tout le monde se connaît. Ouais, Tout le monde sait qui est qui. Et du coup, tout le monde a la même, entre guillemets, mentalité. c'est ça, Parce que bah, si tu es un peu différent, tu es très vite jugé. c'est Je pense ça. que c'est à peu près ça que tu veux C'est dire. exactement ça. Ok. Ton enfance, c'est quoi? Parce que tes parents étaient fonctionnaires, donc classe moyenne plutôt. Euh, quelle est ta vie là-bas? Est-ce que tu fais des allers-retours souvent en France? Est-ce que tu vas en Guinée? Ou est-ce que c'est full Martinique? Est-ce que vous allez ailleurs? Comment se développe ton enfance? Ouais. Enfance, très mélangée, je dirais. Je pense, quand j'étais petite, j'ai eu l'occasion du coup d'aller en Guinée pour rencontrer la famille et cetera. Heu, Après je m'en souviens pas du tout, hein. Ouais.
Sinon, non, on voyageait, souvent pour aller en France de temps en temps, mais aussi on découvrait le monde, on pouvait aller en Barbade et cetera. Mmh. C'était pas très, que Martinique, c'était vraiment, je pense que même des gens qui sont en France un peu, on va voyager un petit peu partout. Voilà et puis oui, hein, c'était une enfance, je dirais un peu spéciale aussi. Parce OK, que j'ai pas vécu forcément avec mes 2 parents tout le temps au même moment. OK. Parce que, par exemple, comme ils sont fonctionnaires, il y en Mmh. a toujours un qui était dans un pays, l'autre il on restait avec lui. Du coup, c'était toujours 2 ans avec la mère, 2 ans avec le père et cetera. OK. C'était un peu mélangé et Malgré tout, c'était toujours ensemble ou on était OK. toujours ensemble, mais c'est toujours, il y en a un qui était là-bas, un qui était là-bas et cetera et sinon, oui, enfance, je dirais pas normale, mais enfance, paisible, tranquillement chez moi. Je faisais mes vidéos, quoi, je faisais ma vie d'enfant. OK. Tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère et 2 sœurs, ouais. Qui tu à quel niveau dans le classement? Un grand frère, une grande sœur et une petite sœur. Du coup, je suis l'enfant du milieu. L'enfant du milieu. On dit souvent le premier c'est le test, Mmh. le deuxième il a tout, le troisième ah et le quatrième a encore tout, c'est ça? Ben là, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Comment ça se passe à la maison, enfance, l'échange entre vous et frères et sœurs avec les parents? Comment tu as été, éduqué à l'époque? Parce que tu as été éduqué dans une culture totalement différente, la culture guinéenne à la maison et française. Dehors, vous êtes dans un truc totalement différent. Tu es un peu dans un truc comme, j'ai envie de dire, un jeune de banlieue qui a, bah, son éducation un peu à l'africaine, entre guillemets, à la maison, mais quand il est dehors, c'est la France. Et parce qu'à moi, de mon expérience, ça fait un truc bizarre où les parents, ils savent pas qui ils ont en face d'eux des fois. Ouais. Et t'es obligé d'être deux personnages pour qu'ils arrivent à pas être perdus. Ouais, ça va. Mais après, mes parents, je trouve que ils étaient hyper ouverts. Ouais. Du coup, il y a pas eu ce problème-là de double identité. Ok. C'est-à-dire, j'étais, bon, moi-même, normalement. Après, c'était quoi déjà les questions? C'était C'est comment, comment j'ai géré comment tu gérais les deux et comment tu as grandi, quoi. Est-ce que tu as grandi avec, tu l'as dit tout à l'heure, c'était la Martinique dehors, ouais. mais la Guinée, Guinée et France à la maison. Mais comment, toi, ton évolution avec les parents, avec ton éducation, comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça? Non, bah, en fait, ça a pas été très compliqué parce que du coup, mes parents, ils étaient très ouverts. Du coup, en fait, je pense que pour eux, dans leur tête, ils ont dit: «Beh, on est en Martinique, c'est normal qu'elle se comporte comme une Martiniquaise». Enfin, ils ont pas eu de mais je trouve que vraiment j'ai eu de la chance au niveau de ça parce que je sais qu'il y a vraiment le cliché du parent africain qui est très, très, très à cheval, qui est très strict et cetera, sur tout. Mais mes parents, ils ont été vraiment, hyper, je trouve que j'ai eu de la chance. Ils ont été hyper ouverts, sur beaucoup de choses. Ce qui fait que quand j'étais à la maison, bah, j'ai vécu avec la culture, guinéenne, sans pour autant que ce soit forcément, quelque chose d'hyper strict, que ce soit, on va dire comme une sorte de cage. C'était vraiment hyper ouvert, donc j'ai pas eu de soucis au niveau de ça. C'est-à-dire que je rentrais à la maison, je parlais à mes parents normalement, on faisait, des plats, guinéens et cetera, comme des plats français. Enfin, il y avait pas de c'était vraiment hyper ouvert, je trouve. Ok. Je pense que j'ai eu de la chance, au niveau de ça. Ok. Donc des parents assez ouverts, Oui, c'est ça, niveau mentalité c'est ça, et qui, quelque part, vous ont laissé toi et tes frères et sœurs, vous épanouir comme c'est ça. vous le sentiez, quoi. Et ça vient de quoi, tu penses, qu'ils Aussi soient ouvert? comme ça, aussi ouverts, ouais? Bah, je pense que même leur famille de base a été ouverte, à ça, différentes cultures. Ma mère, par exemple, elle a voyagé dans plein de pays, donc je pense que ils ont toujours été, dans la mentalité, ben, on est ouvert à tout, à découvrir plein de choses et cetera. Déjà, des Guinéens venir en Martinique, c'est déjà spécial. Donc je pense que, ouais, en fait, ils ont toujours, eu la mentalité d'être ouverts sur plein de choses et bah, je remercie, l'univers pour ça parce que je pense que c'est pas tous les Tous les, tous parents. les parents tout court. Ouais, c'est pas tous les parents qui sont ultra ouverts à ça et ouais, je pense qu'on a eu de la chance, mais vraiment. À l'école, j'étais quel type d'élève? Et beh, en fait, j'étais l'élève, tout le temps première de la classe. Ok. Tout le temps, 1 et tout. C'était même pas parce que j'aimais l'école ou quoi, j'ai toujours détesté l'école, mais c'était juste par ego, je pense, d'être première re et de rester, Ok. c'était T'avais une facilité à apprendre? Comment seulement ça se fait? non, je pense que c'est vraiment l'ego, hein, de vouloir être en fait, je pense que quand j'ai commencé l'école, j'ai vu qu'on pouvait réussir des choses et tout et c'est ils glorifient beaucoup le fait d'être premier, d'avoir des bonnes notes et cetera et donc inconsciemment, j'ai dû, intégrer ça et me dire: «Bah, comme je suis première, j'ai une sorte de récompense, on va dire sociale». Donc tout le temps, je faisais tout pour, être la première.
Tu Être cherchais une je gratification pense que c'est ça, ouais. par rapport aux notes, mais pas vraiment pour toi, toi-même. Toi, tu Non, t'en foutais. c'est ça, puisque au lycée, au final, je me suis rendu compte que, en fait, si je voulais, je pouvais être première et que ça me donnait plus aucune satisfaction. Et à un moment, j'ai arrêté de travailler parce que je voyais pas l'intérêt, surtout que l'école, en soi, ça m'a jamais tant intéressé que ça, quoi. Très intéressant. Moi, Ouais. ça me, enfin non, je vais pas dire que je suis pareil. J'étais pareil plus petit, Mmh. mais moi c'est différent parce qu'au sens où j'étais pas avec ma mère là où je grandissais, Mmh. et je me disais au moins le jour que je suis avec elle, ben elle verra que j'étais premier. Ouais. Et après au fil du temps, je me suis rendu compte que être premier, Pourquoi bah faire, pourquoi faire en c'est ça. fait? Parce que je m'étais dit au pire ils vont me faire sauter une classe. Oui. Mais en fait c'est jamais arrivé, donc je me suis dit bon, on va faire le minimum, on va être dans les 12-13, c'est très bien. Tout le monde va se dire, ah ben, il travaille bien. Mais en fait, au final, sur mes bulletins, il y a toujours, il pourrait faire mieux. Mmh. Je sais pas si c'est toi, c'est ce qui t'est arrivé. Moi, c'était beaucoup, il pourrait faire mieux parce que tu vois qu'il a les facilités, mais il s'en fout. Bah, oui. Bah, c'est ça, en fait, si tu vois pas d'intérêt, en fait, au bout d'un moment, tu te dis: «Mais, pourquoi je vais donner de l'énergie dans quelque chose qui, pour moi, n'a pas de sens Ouais. dans la vie?» Moi, c'est ce que je me suis dit les 2 dernières années, de lycée, parce qu'en vrai, je dis ça comme si j'avais il y a Et quelques là, là. mais c'était ça, c'était en seconde, je me suis dit: «Mais en fait, même quand je fais rien, je suis première de la classe, alors à quoi bon, en fait?» Surtout que l'école, j'ai toujours su que j'avais pas envie de faire un cursus normal. Donc en fait, l'école, j'ai mon bac et après bon, déjà le bac, on le valorise plus autant qu'avant. Donc ça veut dire que tu peux avoir ton bac même avec 10 de moyenne. Au final, tu es au même niveau qu'une personne qui l'a eu avec 19 et qui a travaillé, 10 heures, tous les jours pour réviser. Au final, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit: «Bah, ça n'a plus d'intérêt, donc moi je vais mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'a pas de». Après, c'était aussi parce que tu voulais pas faire certaines écoles, Oui, c'est ça. certains trucs. Parce que, Après, ça sert quand même. Continuez l'école, faites des études, c'est important. Mais dans mon cas, personnel, je me suis dit: «Bah, ça m'intéressait plus». Surtout que de base, je voulais faire, HEC, des choses comme ça. ok, De base, je voulais faire ça, mais après je me suis dit: «Heu, OK, tu voulais faire ça, mais peut-être que c'est plus que» parce qu'en fait, je voulais créer une entreprise. ok. Et après je me suis renseignée et cetera. Je me suis rendu compte que tu es pas obligé d'aller à HEC pour, créer une entreprise et une fois que j'ai su ça, je me suis dit: «Bah, pourquoi je donne autant d'énergie dans ça?» alors qu'au fin fond de mon âme, honnêtement, l'école, les notes, je travaille parce que bon, les notes et cetera, mais à l'intérieur de moi, je vais passer le contrôle. Je sais très bien que là, je me souviens plus de ce qu'on a fait, au bac Mhm. parce que je l'ai fait pour la note et Ouais. qu'en réalité, ça m'intéresse pas, quoi. Ok. Tu m'as dit, tu viens de dire que tu voulais être entrepreneur. Ouais. Ça t'est venu quand, cette idée-là? Et pourquoi? En fait, ça m'est venu, je me souviens, j'avais 7 ans. Ok. On était, autour d'une table dans un atelier, après l'école et cetera et ils me disent: «Oui, vous voulez faire quoi comme travail?» Moi, j'aimais trop les animaux, les chiens et cetera. Je dis: «Ouais, je vais faire vétérinaire et cetera» et elle a dit, l'animatrice, elle me dit: «Ah mais tu sais que c'est 7 ans d'études?» J'ai dit: «Mais du coup, ça veut dire que je vais après le bac, je vais rester 7 ans à travailler encore?» Elle m'a dit: «Oui, c'est ça». Je me suis dit: «Non, quand même, moi, j'aime bien les animaux, mais je vais pas rester 7 ans à travailler à l'école comme je fais là». Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Mais non, je peux pas, genre, d'ailleurs, je suis choquée qu'à cet âge-là, j'avais déjà cette réflexion-là de me dire: «Je peux pas faire 7 ans, 10 ans de ma vie encore à travailler juste pour être, vétérinaire» et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire qui pourrait me rapporter de l'argent et que j'aimerais?» Et j'ai appris qu'on pouvait avoir sa propre entreprise. Du coup, je me suis dit: «Bah, go faire ça, genre go créer ma propre entreprise» et du coup, depuis ce jour-là, je me suis toujours dit: «Non, mais en fait, moi, je veux avoir ma propre entreprise, faire mon argent et cetera. Bah, si c'est possible, je le fais alors». Mais tu voulais faire une entreprise de quoi au début? Je savais pas du tout. Ok. J'avais pas d'idée, mais je savais qu'en tout cas, je voulais que l'argent qui vienne, qu'il soit de moi, Ok. que personne ne décide. T'avais des personnes autour de toi qui étaient entrepreneurs? Mmh. Personne. Mes parents sont fonctionnaires. Mes 2 sœurs, elles ont toujours suivi le cursus normal, personne. Ok. Et malgré tout ça, Oui. tu t'es dit, Bah, je me suis dit: «C'est possible, donc je vais le faire». mais ça venait d'où? Il y a des séries que tu regardais? Rien. Rien du tout. Juste, j'ai vu que c'était possible, j'ai dit: «Ah bah, Ok. je vais faire ça». Ok. Vraiment très intéressant. Dans ton mental depuis petit, tu as parlé du fait de l'ego qui te poussait à faire de la performance. Donc, t'étais quelqu'un qui aimait battre tout le monde. Oui, je pense. Est-ce que c'est seulement l'école ou Tout. Ok. Dans tout, j'ai commencé le sport, par exemple la natation, on m'avait inscrite.
Non, avant ça, j'étais inscrite, aux majorettes parce que ma grande sœur, elle faisait ça et je voulais plus faire de sieste. Je me suis dit: «Je vais m'inscrire au sport comme ça mes parents, ils vont pas me faire de sieste». Et j'ai vu, au début, j'étais vraiment nulle, genre je connaissais rien et tout et j'ai vu des filles plus fortes que moi, je me suis dit: «Ah non, il faut que je sois forte et tout». Du coup, j'ai commencé ça et cetera. Au final, je faisais partie on m'avait mise dans un groupe de grands. Une fois que j'ai fait ça, bon, ça me plaisait plus trop, on m'a inscrite à la natation et encore là, il y avait des gens plus forts que moi et je venais de commencer et je détestais la natation. Vraiment, je ne pouvais pas, mais juste parce que je savais que je pouvais évoluer dedans, bah, j'ai continué et cetera. Après, on m'a proposé de faire des compétitions et au final, je me suis dit: «Bah, en vrai, je le fais juste pour être première, mais je m'en fiche», donc j'ai arrêté et après ça, je me suis inscrite, au badminton OK. et là, quand j'ai commencé le badminton, tout de suite, j'ai été hyper bonne dedans. Mmh. Du coup, j'ai commencé à m'inscrire à plein de clubs enfin, à plein de groupes, que ce soit à l'école ou dès que je pouvais faire du badminton, j'en faisais et du coup, de là, j'ai commencé les compétitions. J'ai perdu à plein de compétitions et je me suis dit: «Je veux plus ce sentiment-là de perdre, ça n'arrivera plus jamais» et donc du coup, de là, j'ai continué à m'entraîner et j'ai fait plein de championnats et cetera et là, j'ai commencé à être première et je me suis dit: «Bon, bah, peut-être que j'ai envie de faire du badminton, sur le long terme et cetera», donc continuer, essayer d'être première et cetera. Parce que j'étais tout le temps deuxième. Je pense que c'est c'est ça qui m'a poussée à vouloir, continuer. C'était vraiment que de l'ego Ouais. et heureusement, j'ai perdu ce truc-là parce que je trouve que l'ego, ça m'a un peu, des fois, ça dessert, je trouve. Mmh. Mais Mais ouais. autour de toi, il y avait des personnes qui avaient ce truc de la compétition? Oui, j'avais bah, déjà à l'école, en Martinique, en fait, c'est très, compétition, oui, il faut être le meilleur que ceci, cela OK. et du coup, je sais qu'au collège, il y avait beaucoup ce truc de: «Ouais, Ama, elle est tout le temps première re venez, faut qu'on la dépasse» et cetera. Moi, je faisais comme si je savais pas, Mmh. mais en amont, je faisais tout quand même pour rester première pour leur dire: «Les gars, eh, calmos, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je vais rester première». Surtout que j'avais des facilités à l'école, donc en fait, eux, ils passaient des heures et des heures à réviser. Moi, j'étais là, tout le monde me voyait sortir et cetera. On est au contrôle, bam, j'ai des grosses notes et tout et eux, ils avaient un peu moins et je pense que c'est ça, le fait de savoir que les gens, avaient un peu la haine contre moi, de de détester, j'aimais bien ça et du coup, voilà. OK, intéressant. Donc tu te nourrissais de la frustration des autres, de l'énervement des autres pour toi réussir des choses, sans forcément que ce soit des choses, enfin des matières ou des sports que toi-même tu aimes. Oui, c'est ça. En fait, je crois la haine des autres, c'est un boost, au quotidien, OK. hein. C'est ton plus gros booster. Ouais, ah oui, oui, OK. oui. Je crois que c'est vraiment le quand les gens me détestent, je sais pas, ça me procure, une sorte de OK. Mais OK, donc la compétition est venue de l'école. Vous, dans la famille, vous n'aviez pas ce sentiment de même pas. compétition, tu m'as dit des parents assez ouverts, et cetera. Mmh. Jamais eu ce truc il faut performer dans le discours des parents, il faut, tu vois? Mes parents, ils ont toujours été tranquilles sur ça. Mes grandes sœurs, ma grande sœur, elle est pas du tout comme ça, ma petite sœur non plus. Ils sont vraiment dans l'esprit, faites le meilleur que vous pouvez. Si vous êtes pas la meilleure personne, bah, c'est pas grave, mais tant que vous réussissez dans ce que vous avez envie, c'est bon. C'est vraiment je sais pas d'où ça m'est venu vraiment cet esprit de compétition parce qu'il y a que moi qui suis comme ça dans ma famille. En fait, je pense que comme je suis l'enfant du milieu, ça doit avoir un Un lien, ouais. mais non, non, c'est venu, je sais pas d'où ça vient. OK. Je sais vraiment pas. Mais c'est intéressant parce que l'enfant du milieu, justement, celui qui, entre guillemets, est le moins choyé, plus, est-ce qu'il y a un écart d'âge? Avec ma grande sœur, il y a quand même 7 ans. Attends. Ouais, Et la ta petite petite? 3. 3. Ben, je pense que le 3, t'as pas eu le temps d'être toute seule longtemps. Peut-être, hein. Et comme t'as pas eu le temps de rester toute seule longtemps, t'as ce truc intérieur. Parce que je fais de la psychologie, là. J'ai réfléchi pourtant. Mais, tu sais, quand il y a un écart pas long, Mmh. on a l'impression que les autres, ils ont eu le temps d'être enfants, d'être bébés, de Ouais, kiffer. Et toi, t'as pas eu le temps d'être bébé tout seul. Et du coup, tu as quelqu'un qui est derrière. c'est peut-être ça. Et ça crée déjà une compétition, entre guillemets. Je sais pas si tu as déjà vu, il y a beaucoup d'enfants. Alors que c'est pas méchant, hein, mais quand l'enfant, il a son biberon, l'autre, il tourne autour. C'est comme s'il voulait faire chier. Mais en fait, c'est juste, je veux de l'attention. Est-ce qu'on t'a déjà raconté des choses comme ça ou pas du tout? Quand ma petite sœur est arrivée, j'étais trop contente. Ok. Ça me faisait, une sorte d'amie, qui était là. Depuis qu'elle était toute bébé, j'étais tout le temps avec elle et tout. Non, j'ai même pas eu, en plus, je me rappelle parce que j'avais quand même enfin, j'avais 3 ans, mais je me rappelle quand même quand elle est arrivée. Non, c'était vraiment j'étais trop contente qu'elle soit là. C'était en mode, ouais, j'ai quelqu'un avec qui, Qui jouait de ton âge. c'est ça. Ouais.
Donc, non, je sais Parce que en plus, c'est marrant que tu sois comme ça, alors que dans ton attitude, ton truc d'ego, c'est c'est ça. exactement ce que l'enfant, le troisième ou le quatrième qui a un cinquième, c'est comme ça un peu qu'il réagit, C'est ça. parce que tu es quelque part le nouveau premier. C'est comme il y a un écart. Tu es le nouveau, le grand, ou le grand frère ou la grande sœur tu sais, de l'école, Mhm. du collège, du lycée, parce qu'il n'y a pas un écart de dingue. Donc c'est un nouveau, comment dire, le deuxième grand frère, deuxième grande sœur, tu vois, du truc. Donc ça amène des responsabilités. Et généralement, ça pousse les gens à être performants, à avoir beaucoup d'exigences sur eux-mêmes, Mm. comme le premier enfant, tu vois, généralement. Donc Mm. c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça, mais que malgré tout, toi, tu étais plus en mode, bah, c'est ton petit frère, c'est ça? Ma petite Ma sœur, ouais. petite sœur, c'est ma petite sœur, c'est la personne que je kiffe, Ouais, c'est c'est ça. ma pote, et voilà, quoi. Non, j'ai pas, mais je sais vraiment pas. D'ailleurs, j'y réfléchissais, mais je sais pas d'où ça m'est venu, cet esprit d'ego comme ça. Ok. En plus, c'est fort, hein, mais je sais pas d'où. Je sais pas du tout. Bah, peut-être ça doit être les professeurs, alors, le fait Je pense qu'ils vous mettent en compète. peut-être inconsciemment, je sais pas. Je sais pas. Ok, anyway. Là, on est arrivé donc à l'époque où tu as fait beaucoup de sport. À l'école, ça allait bien. Tu arrives au lycée, bah, tu cartonnes ton bac. Euh, et l'adolescence, parce que l'enfance et l'adolescence, c'est pas pareil. Qu'est-ce que je peux raconter? L'enfance déjà, comment ça s'est passé, et basculer vers l'adolescence, parce qu'il y a une transformation. Ah ouais. Une transformation est physique et comment les gens nous perçoivent. Comment toi, ça s'est passé pour toi? Déjà, l'enfance, j'ai une très bonne, une enfance vraiment, je pense, parfaite, hein. C'est-à-dire que j'avais mon petit groupe, d'amis, on c'est des gens, on se connaît depuis maintenant, ça fait 15 ans. On a tou En fait, j'ai vécu qu'avec les mêmes personnes, c'est un peu comme des frères et sœurs. Donc, j'étais un peu, la fille garçon manqué, de la classe, tu sais, qui court partout avec les garçons et cetera. Donc en fait, j'ai dans mon enfance, j'étais vraiment la personne qui était beaucoup appréciée parce que du coup, je m'entendais avec tout le monde, on était ensemble et cetera. Ça s'est super bien passé. J'étais bonne, à l'école et cetera. Vraiment, dans l'enfance, pour être appréciée, c'était vraiment: «Tu cours vite, t'es bon à l'école, tu gentil, c'est bon». C'est bon. Tu la star de Au pire, un peu la bagarre et c'est bon. oui, voilà, c'est ça. Sur beaucoup de bagarres. Donc ça allait. Puis vient le collège. Le collège, période très sombre. Ok. Ah ouais, gros changement, retournement de situation. Tu rencontres des nouvelles personnes qui sont pas de ton école. Ouais. Tu rencontres des nouvelles règles sociales. Mhm. Enfin, tu te rends compte de nouvelles règles sociales et là, moi, ça a été, je dirais pas compliqué, je pense il y a beaucoup de gens qui passent par là, mais c'était vraiment un changement où tu passes d'un endroit où vraiment tout le monde t'apprécie, où tu es ami avec tout le monde et cetera, à un autre endroit où t'es pas dans les standards des gens, tu es un peu, différent de tout le monde et tu dois t'imposer, te faire ta place et là, c'était un peu plus compliqué parce que du coup, bah, du coup, j'étais un peu garçon manqué et cetera. C'est là où, tu sais, il commençait à avoir les premiers amours, les premiers trucs comme ça et tu vois que, tu pas comme ce que les gens aimeraient que tu sois. Du coup, ça te met un peu dans cette mentalité et tu te dis: «Oh, c'est dommage». Enfin, après, moi, j'étais pas si triste que ça parce que j'avais mes amis de mon côté et tout, on jouait aux jeux vidéo et cetera. J'étais vraiment en mode, geek, gameuse et cetera, donc je m'en foutais un peu. Mais vient l'âge de 14, 15 ans, 13 ans, où je me suis dit: «Ah, peut-être qu'il faudrait que je sois un peu plus comme les autres pour être acceptée». Et du coup, là, j'ai commencé à essayer de m'habiller comme les autres filles, à être un peu plus féminine et cetera. Alors que en vrai, après réflexion, je me dis, j'avais pas forcément besoin de ça. Enfin, de toute façon, ça arrive avec l'âge, tu vois? Mais c'était assez compliqué, parce que du coup, je me sentais beaucoup à l'écart. Il y a même, j'avais une meilleure amie, depuis la maternelle, du jour au lendemain, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle a arrêté de me parler. Mais du jour au lendemain comme ça et ça a créé quelque chose en moi. Jusqu'à maintenant, ça me fait un truc, c'est, ce jour-là, je me suis dit, «Ah mais je suis vraiment, nulle, quoi». Mhm. Parce que c'était vraiment la fille avec qui j'étais là tout le temps, tout le temps. C'était comme ma 3e sœur, j'étais tout le temps avec elle et du jour au lendemain, elle m'a lâchée pour, d'autres gens et j'ai pas compris pourquoi. Ok. Du coup, à ce moment-là, j'étais un peu seule, j'étais un peu triste par rapport à ça parce que c'était la première fois que quelqu'un, entre guillemets, «m'abandonnait». Parce que du coup, j'ai vécu qu'avec les mêmes personnes donc en fait, j'ai jamais su me faire d'autres amitiés ou d'autres choses. Du coup, ça, c'était assez compliqué. Ouais, j'étais un peu seule, au collège et cetera. Je le vivais
pas mal, mais je le vivais pas bien non plus. C'était juste compliqué et surtout je traînais avec des gens avec qui, ça collait pas forcément. Enfin, j'étais avec eux, mais je savais que ça allait pas aller très loin, quoi. C'est juste histoire d'avoir un peu de sociabilité avec les gens et cetera. Mais ouais, je pense que le collège, les 2 dernières années du collège, c'était vraiment compliqué. OK. Compliqué, beaucoup de remise en question, manque de confiance en soi, des choses comme ça. Ouais, Carrément. c'était ça, hein. OK. Ce manque de confiance donc qui vient du fait que déjà il y a des amis qui sont plus là, Mmh. il y a de nouvelles personnes qui te jugent par l'apparence sans te connaître. Mmh. En plus la sixième c'est une classe un peu violente parce que tu rentres et il y a Non, des gens 6e, ça allait. ça allait encore en 6e? 6e, on est toujours un peu enfant. Je trouve que c'est le milieu collège où il y a la 5, la 4e? ouais, Ouais. transition, un peu Transition d'enfant à ou adolescent. adolescent, début d'adulte sans franchement C'est sans ça. vraiment l'être. Ouais, ouais. Mais donc du coup, toi, quand tu es en 6e, les 3e, c'est pas quelque chose qui te dérange, quoi. Non, C'est plus quand toi, tu arrives au milieu, c'est ça. tu est-ce que c'était les plus vieux ou c'était un ensemble De quoi quand qui te faisait sentir mal? Ou c'est des gens de ton âge? non, les gens de mon âge. OK. Sinon les autres en vrai, c'est plus, dans ton environnement, dans la classe dans laquelle j'étais, Ouais. c'était ça qui était compliqué. Parce que je faisais pas partie des standards, on va dire déjà de beauté. Mmh. En Martinique, on va pas se mentir, il y a beaucoup ce prisme, en tout cas quand on est jeune, de la fille cheveux bouclés, la petite chabine, enfin c'est les métisses, bon, les filles claires. Mmh. C'était ça, c'était, avec les réseaux sociaux, TikTok qui venaient d'arriver. En plus là, c'était l'apogée de TikTok. Mmh. Du coup, on n'était pas c'était un peu compliqué, ouais, de me faire accepter. En plus, c'était très superficiel. Tu as pas le dernier iPhone, sur le côté. Tu pas la dernière chaussure, sur le Mmh. tu vois? C'était un peu ça. Tu pas un pantalon bien serré, bien skinny, sur le côté. C'était beaucoup ça et puis à l'époque, ils valorisaient beaucoup, les gens qui foutaient le bordel et cetera. Donc OK. quand tu travaillais bien, bon OK, tant mieux pour toi, mais on s'en foutait de toi. Après moi, j'ai toujours été dans l'optique où je les laisse faire de côté parce qu'on verra dans 2 3 ans qui sera où et on a vu dans 2 3 ans qui sera où. Voilà. Mais c'est bien d'avoir cette mentalité-là, hein, Ouais, c'est ça. parce qu'il y a pas beaucoup il y a beaucoup de jeunes, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est ils ne voient pas le long terme, ils voient C'est pas le truc de: «Ouais, mais on est en train encore de se former. Dans 3 ans, on ne sera pas les mêmes humains c'est ça. et dans 3 ans, bah, toi qui es le gars cool ou la meuf cool, dans 3 ans, bah, ça se trouve, tu seras en bas et l'autre sera en haut». C'est ça. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai eu cette sagesse-là de me dire, «Laisse-les faire leurs bêtises de leur côté parce que après c'est là que ça va être chaud». Mais ouais, c'était ouais, le collège, fin collège, les 2 dernières années de collège, c'était un peu compliqué. OK. Quel collège en Martinique? Collège Tarponçon à Fort-de-France. Voilà. Voilà, les gens de Fort-de-France, si vous reconnaissez, vous avez fait le truc, mettez un commentaire pour dire: «J'y étais moi aussi, ouais». OK. Donc, tu grandis dans ça, dans cette adversité-là, mais en même temps, tu es toujours bien à l'école. Heu est-ce que ça fait partie des choses qui ont aussi nourri ton ego de surpasser tout le monde ou rien à voir, c'était vraiment un truc que tu avais, séparé? Le fait, Le fait que les personnes qui t'aimaient pas ou qui ont commencé à te quitter alors que de base, toi, tu étais dans un truc chill au début? ouais, mais je pense que en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, c'est ça qui me pousse à me concentrer sur mes objectifs, mes projets, parce qu'au moins c'est comme une sorte, de choses sur laquelle tu peux te tenir. Parce que à cette époque-là, du coup, moi, j'ai commencé les réseaux, enfin les vidéos, j'avais 8 ans. Du coup, OK. j'ai toujours été dans ça et c'est à cette période-là où je me suis dit: «Bon, bah, comme, je sors pas trop avec les autres et cetera, autant faire des vidéos YouTube». Donc je passais mon temps à faire du montage. En plus, à cette période-là, c'était quand j'étais en 5e, c'était là où il y avait eu le covid. Donc j'en ai profité pour faire plein de vidéos et cetera. Il y avait Michou à l'époque, je sais pas si tu connais? Mmh. Il était en train de péter, donc je m'en servais comme exemple, j'essayais de faire comme lui. J'ai commencé le graphisme. Avec ça, 2-3 ans après, je commençais à me faire de l'argent avec. Au début, je commençais gratuitement. Je me faisais traiter comme une merde et tout, mais c'est pas grave, j'adorais ça parce que le graphisme, c'était trop bien. Ouais, j'ai commencé à me faire de l'argent grâce au graphisme et cetera. Donc en fait, c'était un peu un truc de
les gens, ils peuvent me laisser de côté, ils peuvent, c'est pas grave si j'ai pas beaucoup d'amis. Moi, j'avais mes 2, 3, 4 potes avec qui on s'entendait super bien, ça Exactement, m'importait peu exactement. et de mon côté, je faisais de l'argent. Il y a très peu de personnes à cet âge-là, à 13 ans, qui lancent des projets et tout. Du coup, je me suis dit: Qu'est-ce que le projet que tu as lancé? Comment ça, à 13 ans, tu gagnais de l'argent? mais je sais pas». En fait, pour moi, c'était tellement normal que je sais pas, en fait, j'ai toujours vécu dans un peu l'ambiance, réseaux sociaux, Ouais, YouTube et cetera. J'ai toujours plongé dedans. ouais. Donc ça veut dire que pour moi, c'était, bah, normal, Raconte-nous quel était ton premier projet, parce 1er que projet. à 7 ans, tu es dans l'idée d'être entrepreneur et à 13 ans, tu es déjà en train de faire de l'argent. C'est déjà vraiment le truc a vraiment trotté dans ta tête, C'est ça. alors que, bah, comme tu nous racontes, tu n'es pas vraiment dans une famille nécessiteuse, entre guillemets, mais tu avais déjà cette rage, cette faim d'accomplir des choses. Ouais, je sais pas du tout. Bah, en fait, déjà, les réseaux, j'ai commencé à 8 ans, ma première chaîne YouTube. J'avais vu, ma mère, elle m'avait acheté une tablette quand j'avais 6 ans et au départ, je jouais à des jeux comme ça et un moment, j'ai découvert Google. Donc je vais sur Google et tout, je dis: «Oh, ça a l'air bien et tout», je clique un peu partout, je teste. Je vois, il y a YouTube. Je me dis: «Oh, trop bien», je clique sur plein de vidéos. À l'époque, c'était, je sais plus, c'est quelqu'un qui faisait des sortes de voitures avec des bouteilles et des bouchons et cetera. Ok, Du coup, je regardais ces vidéos toute la journée, j'essayais de faire pareil et cetera et un jour, je tombe sur une vidéo de Squeezie, ok. je clique, je regarde, je m'assois et je dis: «Waouh, c'est trop bien, qu'est-ce qu'il fait et tout?» Du coup, je regarde ses vidéos en boucle et un jour, je me dis: «Ah mais je veux faire comme lui, je veux faire ça». Donc je me dis: «Ah mais en fait, peut-être que je suis un petit peu jeune pour faire des vidéos sur YouTube, peut-être que c'est pas autorisé». Du coup, je cherche sur, Google, «Est-ce qu'on peut créer une chaîne YouTube?» Ils disent: «Ah, c'est 13 ans». Je dis: «Oh mince, j'ai 8 ans et tout, il faut que j'attende mes 13 ans». Du coup, on est à la garderie avec, un ami à moi, il me dit, «Ah mais tu sais, j'ai ouvert une chaîne YouTube et tout». J'ai dit: «Quoi? Tu as ouvert une chaîne YouTube? Mais on n'a pas le droit et tout, ça a 13 ans». Il dit: «Si, mais tu peux quand même, c'est pas grave, ils vont jamais savoir et tout». J'ai dit: «Bah, si lui il a créé une chaîne YouTube, pourquoi pas moi?» Du coup, je cherche comment on crée une chaîne YouTube et cetera. Je crée ma chaîne YouTube et du coup, je commence à faire des vidéos de magie. Parce que, Mon papa m'avait offert un truc de magie, genre, 100 tours de magie à apprendre. Du coup, je lance mes premières vidéos et tous les soirs après l'école, je lance des vidéos de magie, je fais des vidéos de magie et cetera et ça a commencé comme ça et de fil en aiguille, je commençais à faire des vidéos gaming comme Squeezie et cetera et ouais, c'est Squeezie qui a tout lancé, en fait. 8 ans, Mmh. c'est une dinguerie. Maintenant que j'y pense, oui. C'est une dinguerie. Tu vois, moi, tu me pensais beaucoup. Moi, j'avais créé un jeu. Je vais créer une espèce de jeu de société à la maison avec des bouchons de bouteilles en verre. Mmh. Et en fait, c'est comme des équipes de foot. Et le truc qui est, comment dire, un peu joué dans mon pays, en Côte d'Ivoire, Charlotte, les Ivoiriens, le tech-tech. Mais j'avais poussé le truc un peu plus loin. Mmh. Du tech-tech avec vraiment des cages. Et vraiment, j'avais construit mes cages. Mes cousins me regardaient en bizarre, j'avais 8 ans. Non, j'avais même pas 8 ans, qu'est-ce que je raconte? J'avais 6 ans, excuse-moi. Parce que j'avais pas de jouets à moi. Et du coup, tu as créé Et donc, j'ai créé mes propres jouets. bah, oui. Et je commençais à jouer avec ça. Et je me souviens, il y a des potes qui venaient jouer à ça avec moi parce qu'ils trouvaient ça super drôle. Et en fait, je prenais des bouts de yaourt en plastique Mmh. pour taper sur le capuchon de la bouteille et ça tapait la balle. Et au début, la balle, c'était un morceau de papier. Puis après, j'ai commencé à faire Ta propre balle. une vraie balle de foot, mini balle de foot, et on jouait avec. Et tu pouvais taper aussi avec ton doigt comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer un truc. Le jeu, il existait en soi en Côte d'Ivoire. J'ai bien tech-tech, tous les petits Ivoiriens jouaient à ça. Mais j'avais poussé le truc en mode, Ouais. je dessinais des maillots. Je dessinais, en fait, je fais le rond du capuchon, Mmh. par exemple. Moi, je vais te faire les couleurs du Milan AC avec le nom du joueur. Ouais. Tu vois? Donc, je m'amusais à faire des ronds où je prenais le capuchon d'une bouteille, je mettais une feuille, je faisais un rond, je prenais de la colle, je mettais dessus, je dessinais le truc, et je mettais que le numéro, tu vois, je mettais numéro 9, Wea, Mmh. et tu vois, et je mettais les couleurs du club. Et du coup, je faisais plein d'équipes comme ça, et j'étais écologiste avant l'heure. Ouais. Je gardais tous les capuchons. Dès qu'il y avait un tonton qui finissait une bière, je récupérais le capuchon, ça me faisait d'autres équipes pour que quand mes potes ils viennent jouer, je jouais avec moi. J'avais pas de PlayStation, tout ça, etc. Donc c'était ma PlayStation à moi. Ouais. Et, et quand j'y repense, il y a des mecs, il y a des potes, ils me payaient des jus, des trucs pour jouer avec moi. Parce qu'ils trouvaient le jeu trop bien. En fait, je monétisais.
Mais t'as raison. Elle devrait voir sans m'en rendre compte un jeu. Et c'est juste parce que c'est le truc de t'as pas de jouet, comment créer un jouet? C'est ça. Tu Tu vois, trouves une tu solution. trouves une solution. Comme toi, tu cherchais un truc de, j'ai envie de faire une société. Ah, il y a YouTube. Ah bah, on peut gagner de l'argent avec YouTube. Bah, je vais faire YouTube. C'est ça qui est super fascinant. Parce que c'est une façon, quelque part, comment dire, de se divertir à un jeune âge sans forcément dépenser d'argent en réalité. C'est ça. Tu vois. Et YouTube, tu commences comme ça donc. Et comment tu progresses sur YouTube du coup, en création de contenu? En Parce que création. tu es en même temps à l'école. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça grandit? Tu fais du sport, tu fais plein de trucs à côté. Ouais. Ben, YouTube, au bout d'un moment, comme j'étais assez jeune, je savais pas que ça pouvait être quelque chose de monétisable. Du coup, je le faisais vraiment par pur plaisir parce que j'ai vu quelqu'un le faire. Je me dis, bah, si je peux le faire, pourquoi je le ferais pas? C'est par contre vers mes, je pense, 10 ans où j'apprends qu'on peut devenir youtubeur et que ça peut être quelque chose, être son travail, etc. Du coup, je me dis, bah, j'aime toucher à tout ce qui est numérique, audiovisuel. Pourquoi pas, si je peux, devenir youtubeuse. Donc, ça va s'en suivre, je pense, j'ai quel âge? Ouais, de 10 ans, de mes 10 jusqu'à mes 15 ans, où toutes les semaines, je vais poster des vidéos, etc. Évidemment, ça marche pas. Toutes les semaines, ah ouais, ok. Mais, même si ça marche 10 ans à quel âge? à 15 ans, Ok, 5 ans, ouais, où je poste ça pète tout pas. le temps. 5 ans, ça pète pas. Mais Mais toi, j'aime tu ça. lâches pas l'affaire. Non, je reste sur Parce ça. que t'aimes ça. Parce que et puis surtout, j'ai envie de faire ça. Voilà. Pour moi, c'est soit je fais ça, soit je fais ça. Il y a pas de Ouais. c'est soit ça, soit ça. Sauf Je dis ça pour tous les gens qui se découragent après 3 vidéos. C'est pour ça que je dis ça. là, c'est vraiment, longtemps, longtemps. Ouais. Et donc, du coup, ça fonctionne pas. Dans tous les cas, je me disais: «Même si je fais pas YouTube, je ferais quand même quelque chose dans l'entrepreneuriat ou quelque chose». Donc en fait, j'étais vraiment sereine par rapport à tout ça. Je me dis: «Ça va réussir. Il y a pas de truc, ça va réussir». Et donc, il arrive, je crois j'avais 15 16 ans, je sors d'un service militaire. Il y a SNU et ensuite j'ai fait un service militaire Mhm. et il se passe quelque chose dans ma vie. Service militaire, comment ça? Il y a SNU, c'est un genre service militaire un peu, pour les jeunes, pour les Oui, former ouais. et cetera, et après je fais un vrai service militaire par la suite Ok. parce que j'ai entendu Yomi Denzel qui a dit que il fallait sortir de sa zone de confort. Du coup, je me suis dit: À 16 ans. «Faire» oui, donc je me suis dit: Mais comment ça se fait? Parce qu'en France métropolitaine, on l'a pas. «Ah ouais? Mais si, il y a! C'est Un vrai service militaire à 16 ans? vrai service militaire». Ok. À l'armée en Martinique, j'ai fait ça. Ok. Je suis pas au courant pour la France. Hein. Semaine. Ah, Ok, c'est 2 semaines. Ok, ok, oui, ok. c'est Ah, ok, ok. mais 2 semaines, je peux te dire que j'ai pu le sentir. Ouais. Donc je le fais et tout et il se passe un truc dans ma vie qui m'a tellement énervée, genre j'étais vraiment au plus bas. C'était en août et je me suis dit: «Non, ça peut pas continuer comme ça, ça peut Ok. pas continuer comme ça». Il Vous en parlez de ce qui s'est passé? Non? C'est Non, encore trop frais? c'est trop non, non, ça peut pas. Ok. Du coup, je me dis, «Ça peut pas continuer comme ça. Là, ça peut pas continuer comme ça. Il faut que je trouve quelque chose pour m'en sortir et pour, faire, je sais pas, pour faire de en fait, là, j'étais vraiment dans une optique: «Ama, faut que tu réussisses dans tes projets, faut que tu fasses de la thune et que tu fasses ta vie pour toi». Donc c'est le mois d'août. Je me dis: «Bon, j'ai 2 semaines pour percer sur TikTok», puisque YouTube, c'était un peu compliqué de percer à l'époque. J'ai 2 semaines pour percer sur TikTok. Il est 4 heures du matin, je poste 10 vidéos comme ça. Tous les jours, je poste plein, plein, plein de vidéos. J'envoie même des messages à mes potes, je leur dis: «Bon, désolé, c'est les vacances, mais je pourrais pas sortir» et cetera. Bam, je l'ai 10 vidéos par jour sur TikTok. j'étais en fait, ça m'a tellement énervée ce jour-là, je me suis dit: «Il y Ok. a pas de il y a pas de repos, on va machin». Surtout qu'avant même, j'étais graphiste du coup et je bossais pour, un gars, je sais pas si tu peux dire Loan LV, je sais pas si tu connais? Mhm. J'étais graphiste pour lui Mhm. et du coup, je me faisais beaucoup d'argent avec ça et du coup, j'en ai profité pour, Encore à ton arc, oui, c'est ça. on est dans les quoi, 16 ans? Ouais, j'avais 15 ans là. Tu as commencé graphiste? Non, graphiste, j'ai commencé, j'avais 12 13 ans. Ok. Mais je faisais vraiment de l'argent à 15 ans. Ok. Et du coup, comme je voulais percer sur les réseaux, j'ai dû arrêter le graphisme, même si ça me faisait de l'argent. Et du coup, je me suis lancée sur TikTok et j'ai envoyé un tweet. J'ai dit: «Les gars, j'ai 1 mois pour percer sur TikTok». Ok. Donc je me renseigne sur des vidéos TikTok, je dors plus, je fais que des recherches, comment percer sur TikTok et cetera. Je regarde des vidéos en anglais, je prends des notes, je me dis: «Ah OK, c'est comme ça, les humains, ils fonctionnent» et cetera. Bref, j'étais folle, mais cette folie m'a aidée aussi. T'es pas folle. T'es en train de travailler ton projet. Et du coup, je me dis: «Bon,
faut que je fasse des vidéos, je vais faire des vidéos sur quoi? Je me suis dit: «Je vais faire des vidéos sur la mode, j'aime bien ça, il y a personne qui le fait». Je crois à l'époque, il y avait une seule personne qui le faisait et je lance ça et on me dit: «Oui, pour percer sur TikTok et cetera, enfin pour percer en général, il faut copier quelqu'un et ensuite tu vas apprendre à pouvoir faire tes choses pareilles». Je me suis dit: «Bon, je vais suivre à la lettre, je vais même pas réfléchir». Je prends un compte, je le copie. Sauf que je rajoute quand même ma patte parce que j'avais peur qu'on dise: «Oui, tu plagies» et cetera. Je copie, je rajoute ma patte. Première vidéo que je poste, 2 jours après, 1 million de vues. Ok. Et je me dis: «Ah, là, Ça y est. j'ai trouvé quelque chose». Donc tous les jours, je poste, tous les matins, je me réveille à 7 heures, je tourne mes vidéos, je les monte, je les poste pour être un peu détachée du truc. Je vais à la salle l'après-midi, le soir, je reviens, je regarde combien de stats ça fait et les vidéos, elles font que péter, elles font que péter et en même pas 2 semaines, 100 000 abonnés. Ok. Comme ça, 100 000 abonnés, je me dis: «Ah, c'est pas mal». Je vois, il y a la monétisation TikTok. Il fallait pas me dire. À l'époque, il y a un pote à moi, il est monteur, il me propose ses montages pour 5 euros. Je lui dis: «Bah, go si tu veux, on monte ensemble. Comme je me fais de l'argent sur TikTok, je te paye avec ça et on monte ensemble». Un mois après, 200 000 abonnés. Ok. Je rentre à l'école, il y a tout le monde qui me dit: «Ah, mais celle qui fait des vidéos sur TikTok et tout». Donc en fait, pendant les vacances scolaires, C'est ça, les grandes tu vacances. t'es à fond TikTok, C'est ça. ça pète. Et quand toi tu reviens en cours, donc en première, Ouais, en première. c'est Razzia au lycée, tout le monde te connaît. En plus, on est en Martinique, Mmh, petit endroit, là, toute l'île te connaît en fait. pas toute l'île parce que 100 000 c'est pas c'est un peu niche, mais surtout les gens de France Ouais, de France qui te regardait qui plus. s'est abonné. Mais les gens s'en rendent compte et tout, ils voient que je fais des vidéos et pendant 5 mois, comme j'arrivais à faire de l'argent, mon monteur et moi, on va poster 3 vidéos par jour pendant 5 mois. Ça va enchaîner, dès que je rentrais des cours, je faisais des vidéos et cetera. C'était vraiment horrible, mais ça m'a formée, mentalement parce que, ça m'a obligée à être vraiment disciplinée à fond parce que 3 vidéos par jour, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Et j'étais devenue folle. Je rentrais chez moi, je pleurais, des fois, je voyais, il y avait un gars, il faisait les mêmes vidéos que moi, il me plagiait et cetera. J'étais vraiment devenue mais je pense à cette période-là, j'étais devenue folle. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et cetera et pendant 5 mois, du coup, on a posté 5 vidéos par jour. Après, je me suis rendu compte que, OK, je gagnais des abonnés, mais après, il y a eu un plafond où j'en gagnais plus tant que ça. Donc je me suis calmée et de là, bon, j'ai continué mes vidéos de manière chill et cetera. Je dis ça comme si ça faisait longtemps, hein. Ça fait même pas 2 ans quand je repense et après là, j'ai continué et voilà quoi. Jusqu'à aujourd'hui, là, on est à quoi? On a 900 000 followers Non, quand même pas, là, on est à bientôt à 600 000. sur TikTok. Ouais, Ok. Et mais combien sur Insta? 243 T'as commencé Insta après TikTok? Comment ça s'est en passé? même temps. Ok. Donc en fait, ça fait plus ou moins mais après Instagram, c'est moins rapide Là, c'est moins rapide, ouais. que C'est plus. mais c'est plus fidèle, je trouve. Ouais, je trouve aussi. C'est mieux. Ok. Donc, on résume. À 7 ans, tu veux être entrepreneur. À 8 ans, tu vas sur YouTube. 10 ans, tu te mets vraiment à fond dans YouTube. Jusqu'à tes 15 ans, ça 15 ans que ça commence à prendre. Mmh. Entre-temps, tu te formes. Graphisme, notamment. Il y a d'autres choses que graphisme. Montage. Montage vidéo Montage vidéo. aussi, j'ai Tu as fait commencé le motion logiciel. designer aussi. Motion designer. Tu as commencé les logiciels de montage, genre, c'était quoi, Sony Vegas, Ouais, première fois. Premiere Pro. Après, tu as regardé Premiere Pro. Donc, déjà, tu as une facilité à apprendre. On voit que tu es scolaire. Que à l'école, c'est facile. En fait, tu as une facilité à apprendre des choses. Et, et en fait, tu es, hyper autonome en réalité. Ouais, Dans le sens où tu as un peu ta propre production c'est ça. avant l'heure, où tu peux créer tes affiches, créer tes designs, tes vignettes, monter tes vidéos, envoyer régulièrement du feu sur les réseaux euh, et commencer aussi à monétiser. Il y avait, c'était Balou qui en parlait un jour, qui disait que la monétisation sur l'île, c'était assez compliqué. Plutôt YouTube, en réalité. YouTube, c'est chaud. Ouais, que je sais pas si j'ai pas compris si c'était pas monétisable ou En fait, c'est quoi le. possible de monétiser parce que en gros, la Martinique, on est français sur les papiers, mais géographiquement, on est inconnu au bataillon. Ça veut dire, YouTube, Google et cetera, ils considèrent pas vraiment comme étant français. Je sais pas si ça a changé maintenant, mais je crois pas et du coup, ça fait que, bah, la Martinique, c'est pas dans les pays, bah, en fait, c'est la France, mais ils le mettent pas comme accepté pour, monétiser. Ah.
Du coup, voilà. Ouais. Donc, il y a plein de gens qui font des contenus de ouf en Martinique, en Guadeloupe, et qui ne gagnent pas d'argent grâce à ça. Donc, désolé les gens, comme vous entendez, je pousse sur ma voix pour sortir un podcast qui, je pense, est hyper intéressant depuis qu'on a commencé. C'est compliqué. Donc, ouais, il y a ce problème de monétisation de YouTube, alors qu'il y a des créateurs de ouf, que toi, tu es là. Malgré tout, tu arrives à monétiser grâce à TikTok. Tu arrives à monétiser en vendant un peu tes services à d'autres créateurs de contenu. Tu crées quand même il y a une petite société de prod là qui se crée, des sociétés de création, comment dire, des sociétés créatives, ouais, qui se créent. C'est vrai, hein. Je réalisais même pas. En chiffres, on parle de combien? Pas beaucoup en vrai. Parce que je pense comme mon compte il était mal, je pense que je gagnais 2 000 € Ok. par mois. Donc, pas beaucoup pour un enfant de 16 ans, c'est beaucoup. Il n'y a, pas beaucoup Oui, mais c'est y a vrai. pas beaucoup Moi de j'ai trouvé postes. ça. Elle a dit c'est pas beaucoup, 2000 €. Non, c'est bien. Mais en fait, je pense que j'ai tellement mal géré mon argent que pour moi, c'était pas beaucoup. Personne gère bien son argent. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais ouais, il y a un travail à faire. Non, j'y repense, ouais, j'ai un travail à faire aussi. C'est- Va, tu vas dépenser dans des trucs que toi, tu penses que c'est important à cet âge-là. Oui. Ça va être les derniers écrans, les dernières fringues. Même pas dans ça. Même pas. Je sais même pas si c'était. Non, en plus, c'était que dans mon montage. Mais en fait, je pense comme Ah, TikTok, t'achetais encore plus de trucs ça, pour améliorer. je crois que la balance, au bout d'un moment, elle s'est déséquilibrée. Parce qu'en vrai, quand j'étais plus jeune, il y a 2 ans, je trouve que je gérais bien mon argent comparé à maintenant. Maintenant, je suis devenue. Faut que je me calme. Avant, tu étais plus dans la technique. Plus dans, on va dire, dans mes vidéos. Ouais. Pour moi, tu étais comme une start-up. En Ouais. réalité, tu étais une mini start-up. Le cash il rentre, tu le brûles. Oui, c'est ça. Faire un produit encore plus quali pour aller chercher encore plus de monde. Donc, quelque part, c'est une bonne stratégie. Moi, je vois que c'est de l'argent perdu. Non, c'est pas perdu au final. J'ai bien investi. En tout cas, j'ai voulu le faire de manière intelligente. Parce que maintenant, c'est quoi? Maintenant, tu n'es plus dans ça. Maintenant, tu es dans le swag. Comme dirait la fouine. Non, mais maintenant, en fait, je dis ça comme si j'étais jeune, mais en fait, ça fait même pas. C'est tout récent quand on y pense. Mais par exemple, pendant les grandes vacances, comme j'ai su que je partais en France, enfin, ici, et que j'avais quitté la Martinique, mais ça partait dans des jet skis. Bon, encore jet ski, ça va, c'est une expérience, mais dans des boîtes, des bouteilles. C'est après que j'ai fait ça, je me suis dit, mais ça sert à rien. Sur le moment, c'était drôle, mais après réflexion, je sais que je le referais plus. Non, mais même, en plus, tu arrives à l'âge où tu peux. Oui, c'est ça. En fait, la concordance, elle est fatidique. Oui, c'est ça. Tu arrives à l'âge où tu peux aller faire la fête, et en plus, tu as la chance que les autres n'ont pas de ton âge, Ça. c'est que toi, tu as les sous. Oui. Donc, forcément, C'est heureusement ma mère, elle a gardé de l'argent de côté, etc. Parce que j'avais la lucidité quand même de me dire non, Ama, je sais que tu vas faire des folies, mets de l'argent de côté. Je m'étais mis une limite quand même, mais je sais que je mettais des fois dans. donc en fait, tes parents ont commencé à être à l'intérieur du truc dès le début ou. Ils ont découvert Ok. il y a quelques mois, même il y a peut-être 6 7 mois qu'ils ont découvert. Ils savaient pas ce que je faisais. Parce que moi, j'en parle. En fait, mes projets, j'en parle jamais. C'est-à-dire, un jour là, je peux, je sais pas, avoir la plus grosse entreprise du monde. Personne va savoir que c'est moi. En fait, j'aime pas. Là, j'en parle parce que c'est le podcast, etc. Mais j'aime pas trop parler de ce que je fais, etc. J'aime bien laisser le mystère et que les gens. Vous êtes sous le même toit, personne n'a rien vu. Personne savait. Ils savaient que je faisais des trucs. Ils se disaient, bon, elle fait des trucs dans sa chambre. Mais ils savaient pas. Et comme tu faisais pas de conneries, t'es pas dans les trucs bizarres. Mais même à un moment, ils ont cru que j'étais dans des trucs bizarres parce que j'étais trop distraite. Non, mais ça fait normal. On voit de l'argent, quelqu'un qui a de l'argent dans la maison. Non, mais ils savaient que c'était le graphisme. Oui. Mais au bout d'un moment, ma mère, elle m'a dit, Ama, tu vends de la drogue. J'ai dit, mais moi, j'ai rigolé. Je me suis dit, j'ai dit, maman, ouais, non. Mais voilà quoi, non? Mais oui, mais regarde, si tu commences à commander des trucs qui arrivent à la maison. Non, mais en Martinique, on peut rien commander. Ok. Il y a rien. Ok. Pas d'Amazon, pas de. Ça n'existe pas là-bas. Ok. Si c'est Amazon, il faut compter 2 fois, 3 fois le prix. Ah oui, la douane, c'est des fois 100 € pour. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Ouais. En fait, quand on est en France métropolitaine, on se rend pas compte de la dinguerie Oh, mais qui se c'est passe, limite ici. Hein. qui se passe
J'ai une fille sur TikTok, pareil, qui a montré des couches à 16 ou 20 euros. Oui, mais là-bas, c'est une folie. Des bouteilles d'eau, vous pouvez les trouver à 3 euros, 4 euros. Et bon, en Martinique, c'est la norme hein, de trouver des packs d'eau. Des fois, tu peux les trouver à 10 euros. Et quand j'ai vu les prix ici, quand je suis arrivée, quand j'ai déménagé, pour moi, j'étais la plus riche du monde. J'étais en mode, oh, mais folie. Alors que les Français ici se plaignent de zinzin. C'est ça que j'ai vu. Genre, je me suis dit, mais waouh, en fait, les gens, ils se plaignent, mais vous êtes riches. Après, bon, je me suis rendu compte que non, en vrai, de vrai, c'est quand même fou. Mais oui, non, quand je suis arrivée ici, j'étais trop bien. Comment la vie se passe justement sur l'île? Parce que avec ces prix-là, comment on arrive à s'en sortir? Tu Je vois, sais pas. bon, t'es encore très jeune. Mais oui. Donc t'as pas été confronté à certaines choses pour les voir et les expérimenter. Mais le peu que t'as vu, comment les gens s'en sortent si, quand tu vas au supermarché, 100 euros, ça achète pratiquement rien? Mais en fait, je pourrais même pas en parler parce que déjà, moi, j'ai eu de la chance. J'étais dans une famille qui avait les moyens de faire des courses normalement sans forcément réfléchir. Donc, j'ai pas eu le temps en fait de faire des courses en Martinique et de voir vraiment les prix. Mais je sais que la première fois que j'ai fait les courses, c'était pour moi. Avec 10 euros, j'ai acheté des œufs, du flocon d'avoine, du lait de riz, et puis c'était quoi d'autre? Et un petit paquet de Kinder pour 10 euros. Alors que ici, pour même pas 6 euros, 4 euros, vous pouvez avoir ça. Mais ouais, j'ai pas eu trop le temps de voir c'est quoi la vraie vie en Martinique. C'est ça qui. Moi, je trouve que ça me fait un parallèle. Je suis jamais allé en prison. Et ça me fait un parallèle avec la prison. Mhm. Dans le sens où, moi, j'ai des potes qui sont partis en prison et ils me demandaient des mandats. Et je leur disais, mais pourquoi tu demandes autant d'argent? Ils disent, frérot, les prix de la prison. Et du coup, il y en a un, il m'a snappé le prix du menu. Je savais même pas qu'on va avoir un menu et tout. Et il montre le prix des pâtes. Il y avait des pâtes prises uniques, j'oublierai jamais ça, prises uniques. Et c'était à 69 centimes. Et dans la prison, c'était à 3 euros. Et je te jure, ça m'a fait, parce que c'était la même semaine, là, j'avais vu un reportage sur, c'était la Guadeloupe, Mhm. et les prix, je dis, mais c'est la même. Encore pire qu'en Martinique. Et j'ai fait, bah, c'est la même, en fait. C'est comme le système pénitentiaire. Mm. T'es enfermé quelque part où le système, il est géré par l'intérieur, Mhm. et ils font ce qu'ils veulent. Donc, tu peux rien faire. Tu es obligé de subir. Et j'en disais, en fait, toi qui es en prison, qui subis le prix, là, et tu me demandes des mandats, c'est la même chose que quelqu'un qui est aux Antilles, qui subit, en fait, un truc, et qui doit s'adapter à une situation, il peut absolument rien faire. Mm, mm. Tu vois? En fait, on peut, mais ça, c'est hyper compliqué parce que ça remonte à l'esclavage, en fait. Ok. Genre, c'est en gros, si je dois faire un résumé, c'est les békés, c'est on va dire, les descendants des esclavagistes. Ouais. Comme ils avaient le monopole sur tout, après l'esclavage, ils ont gardé tous les gains des terres, tout l'argent qu'ils avaient fait. Donc, du coup, c'est eux qui ont les entreprises maintenant. Et donc, comme ils ont le monopole, ils montent les prix comme ils veulent. Et du coup, ça fait que, ben, on peut pas, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. Et du coup, ben, c'est un peu compliqué. Et bah, comme la France, ils font rien pour aussi. Du coup, ça fait que, bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu pareil dans toutes les îles, et c'est ça qui est un peu problématique. Et d'ailleurs, pour revenir à Bandit, moi, il y a une scène qui m'a totalement marqué, c'est quand celui qui joue ton grand frère, il a sa copine blanche, Oui, et l'écart incroyable qu'il y a c'est ça. entre... Et j'avais déjà entendu parler, hein, mais c'est bien de le voir aussi dans une série, parce que je pense que ça rentre mieux dans la tête des gens. C'est vraiment ça, hein. Euh, Ils ont une immense baraque de dingue. Encore, c'était chill, hein. Voilà. Et là, tu me dis, c'est une baraque chill comparée à d'autres. Et j'entends à travers la mairie avec mon oncle, je sais pas quoi, tu sais, les évasives. En gros, je dis, OK, fonctionnaire, elle a ça. Et là, je vois une famille martiniquaise Mhm. qui est un peu dans le hood, entre guillemets, et dans la pauvreté. Et, c'est chill. Genre, bah ça, comme ça doit être. Et puis that's it. Je sais pas, je peux nous en parler un peu. La vie en Martinique, ah, c'est compliqué. Ouais, en fait, je sais pas. En fait, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu le temps. En fait, je suis hyper jeune. Du coup, j'ai pas eu le temps de voir c'est quoi la vraie vie. Du coup, moi, j'ai vécu dans une famille, on avait les moyens, ça va. On a toujours bien vécu, j'ai pas eu de problème. Mes parents, ils m'ont toujours acheté ce que je voulais, etc. Donc, j'ai pas eu le temps de voir vraiment la vie, entre guillemets, de pauvreté, etc. Mais c'est justement, au moment de tournage de Bandit, où j'ai rencontré des gens qui ont vraiment vécu ça. Et je me dis, ah,
En fait, c'est ça la réalité. Moi, j'ai vraiment vécu dans ma réalité, «Ah ah ah, moi j'ai tout ce que je veux, nin nin», sans forcer enfin, je savais qu'il y avait des gens qui avaient pas forcément tout ce qu'ils voulaient, mais je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était la norme, parce que même mes amis et cetera, on on a vécu un peu, en fait, je pense qu'on était vraiment des privilégiés, hein. Quand j'y repense et quand je vois c'est quoi la vraie vie, en vrai, on avait beaucoup de chance. Parce que surtout en Martinique, on veut pas montrer la pauvreté. Même les gens qui ont pas les moyens, c'est une histoire un peu de dignité, de pas montrer que tu pas. Même les gens qui n'avaient pas, ils quand on les voyait, on pensait qu'ils avaient. Donc en fait, on a toujours vécu dans ce truc-là où tout le Ça, monde même à l'école, il y a les uniformes. oui, c'est ça. Tu vois, ce qu'il n'y a pas en France métropolitaine. Il n'y a pas ça en France métropolitaine, mais dans les Antilles, il y a l'uniforme. C'est Et ça. du coup, rien que l'uniforme, toi, quand tu es enfant, c'est compliqué de voir si ton pote, il n'a pas d'argent. C'est ça. Moi, je trouve, enfin, après, moi, je suis du bled, donc moi, j'ai connu l'uniforme. Moi, j'ai toujours été pour l'uniforme, mais bon, je sais qu'il y a des gens, ils trouvent ça, ah, moi, je suis toujours pour l'uniforme, parce que je trouve que, euh, tu vois, les parents, surtout même quand tu es pauvre, tu vas laver le vêtement, tu vas faire attention parce que tu veux de la dignité. Et du coup, quand vous arrivez à l'école, ça veut dire que ton enfant, il est propre dans son uniforme, ça te met une espèce de dignité en mode, au moins, on peut pas me juger, tu vois. C'est ça. Et donc, moi j'ai comme ça, c'est dans ça que j'ai grandi en tout cas. Et de ce que je me souviens aussi quand j'étais petit, après, j'étais très très jeune au pays, hein, mais je me souviens que, bah, du coup, on savait pas qui était qui. Tant que t'étais pas parti chez lui, C'est ça, tu sais pas. tu sais pas qui est qui. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Donc ouais, au final, je connais pas vraiment la réalité, la vraie, vraie, vraie réalité, sauf quand t'as tourné. instant. Oui, mais bon, après tourner, Après, c'est un tournage, ouais, voilà. c'est pas pareil. Ouais. Je sais que, par exemple, il y a des gens avec qui j'ai parlé, ça m'a beaucoup, donné en humilité, parce qu'au final, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de chance», genre, je m'en rendais pas forcément compte parce que c'était ma norme, Mhm. mais quand j'ai parlé avec beaucoup de gens, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai vraiment beaucoup de chance». Parce qu'il y en a, ils me disaient, leurs parents, ils avaient du mal à payer les courses et pour moi, mais ça n'a pas de sens. Ouais, Genre pour moi, les courses, c'est la base, genre ouais, c'est acquis. ouais. Alors qu'en fait, non, c'est pas acquis. Mhm. Et même quand je suis venue ici, et cetera, du coup, je dois gérer mes propres courses. Des fois, je me dis: «Mais en fait, j'ai vraiment de la chance de pouvoir payer des courses, de pouvoir, avoir de l'argent et manger, avoir un toit», des choses comme ça. Des choses qui avant, pour moi, c'était quelque chose d'acquis et en fait, c'était normal. C'était pas vraiment, c'était pas de l'arrogance ou du truc en mode, «Ouais, je suis meilleur que les autres» ou quoi. C'est vraiment Non, quand tu es né dans quelque chose ouais, et que tu connais que ça, pour toi, tu penses que c'est la norme totalement. et tu le traites un peu, en mode: «Ouais, c'est normal», alors qu'en Ouais. fait, c'est vraiment une chance. Mais moi, je te suis tout à fait, hein. Moi, j'ai une famille qui n'a pas forcément eu beaucoup. Ma mère a eu une ascension sociale qui a fait qu'on a pu déménager dans de meilleurs quartiers. Après, il s'est passé des dingueries qui font qu'elle est retombée. Mais moi, je suis allé dans un lycée privé où, comment t'expliquer que on avait des débats où j'avais la chance, moi, de connaître les deux mondes. Mmh. Donc, j'avais la chance de comprendre comment ils pensent. Mais quand moi, je rentre au quartier, les mecs comprennent pas comment eux, ils vivent. Oui. Et quand moi, je suis avec eux, les mecs comprennent pas que dans le quartier, il y a du chômage. Tu sais, c'était les discussions, c'était mais il y a du travail partout, tu peux te lever, trouver un travail demain, mais non, mais c'est parce que c'est des flemmards, tes potes. Tu sais, c'est des trucs comme ça. C'était, bah, ils ont dit là parce que c'est facile. Tu vois, les discussions, elles étaient en mode, non, mais en fait, les gars, il y a tout un truc qui fait que, mais non, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, quand tu vois dans la société, c'est un peu la même chose. Les gens, ils ont du mal à se mettre à la place des autres. Parce que comme ils l'ont pas vécu, Tu peux pas comprendre. voilà, ton cerveau peut pas comprendre que, par exemple, il y a des immeubles où pendant 3 mois, il n'y a pas d'eau chaude. Bah, tout simplement. Quand tu dis ça à quelqu'un, il te dit, on est en France, vous exagérez. Avec la... J'ai dit, mais les gars, c'est réel. Et pourquoi? Parce que, arrête, tu vois, moi, par exemple, j'ai une discussion que je n'oublierai jamais. Il y avait une descente dans un quartier à côté. Ils avaient soulevé genre un gros dealer. Mmh. Sauf que moi, je savais que ce dealer-là faisait manger beaucoup de familles. Ah ouais. Donc, quand ce dealer-là, il est enfermé, il y a plein de loyers qui ne sont pas payés tout d'un coup. Mmh. Parce qu'en fait, c'est une chaîne qui tourne. Parce que lui, il va faire travailler le petit frère, l'autre, le truc. Il va consommer dans tel truc, tel truc. Telle maman, elle a un problème. Il lui envoyer de l'argent pour aller faire les courses et tout. Donc, c'était quelque part quelqu'un qui a été protégé dans un ensemble. Et là, quand tu dis ça aux gens, ils disent, ouais, ben, ils participent au deal. Ah, mais en fait, non, ils participent parce que quelqu'un aide leur communauté. Donc, en fait, ils ferment les yeux. C'est pas qu'ils sont pour, mais c'est quelque part, le gars, il redonne. Tu vois. Donc, quand ce mec, il se fait enfermer,
qu'il n'y a plus de loyer payé dans plein d'appartements et que du coup, tes charges sont pas payées et que du coup, l'ascenseur, il y a un problème, ça, il y a un problème parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent et tu leur expliques ça, le cerveau, il n'arrive toujours pas à connecter les fils en mode, bah, ok, on va chercher un travail, du coup, tu reviens à la base, C'est vrai, hein. tu vois. On s'en rend pas compte. Ils vont chercher un travail, on regarde leur adresse, on dit, ouais, toi, tu dois être un délinquant. Alors qu'il n'a rien fait, le mec. Mais du coup, en fait, tu le pousses à être délinquant, puisque si il n'a pas d'argent, en fait, c'est comme un chien. Si un chien, il n'a pas à manger, il va mordre. Tu vois, c'est l'instinct animal qui revient. Et dans l'autre côté, tu as les mecs qui disent, ouais, mais c'est des fils à papa, c'est pour ça qu'ils ont tant. Mais non. En fait, tu vas te rendre compte que fils à papa peut-être, et papa, il dit, ouais, mais tu vois, dans l'usine, là, cet été, tu vas travailler en tant qu'ouvrier pour comprendre un peu le métier. Et les mecs, ils sont en mode, mais ils font pas ça à leur enfant, n'importe quoi. Je dis, bah si, moi, dans ma classe, il y en a, ils vont travailler 35 heures comme le mec d'en bas, parce que papa, il veut te donner l'usine. Donc, pour qu'ils comprennent, il dit même pas que c'est son fils. Le mec, il en chie tout l'été. C'est important. Et il revient avec une humilité de zinzin en cours. Et tu vois, et en fait, ils ont dû. Je trouve que. Tu vois, tu as parlé de l'armée tout à l'heure. Je trouve que, en tout cas, moi, mes grands, ce qu'ils me disaient, ils disaient avant, ce qui était cool, c'est qu'il y avait l'armée pour nous connecter. Mm. En fait, comme tu venais d'endroits différents, tant que tu dis pas qui est qui, personne sait qui est qui. À part certains, oui, ça se voit, la mèche de cheveux et tout. Toi, tu te dis par rapport à l'apparence, toi, je dois venir d'une bonne famille, toi, je viens. T'es en uniforme, vous en chiez ensemble. En fait, il y a des gens qui sont devenus potes, on est dans des endroits où la classe sociale, elle a été cuite, elle a été morte. Et quand ils sont sortis de là, ça a créé des gens qui connaissent Charles, qui habitent à Maubeuge, tu vois, et ça a créé des amitiés qui pouvaient pas exister avant et que l'école non plus n'arrivait pas à connecter, tu vois. Donc, moi, je trouve en fait que je peux comprendre totalement c'est dans ta réalité. Tout le monde a sa réalité en réalité. Tout le monde voit ce qu'il voit. Tu vois. Toi, tu vas voir des courses, tu vas dire ah c'est pas cher. L'autre, tu vas dire c'est hors de prix. L'autre, tu vas dire c'est machin truc. Chacun voit sa réalité, chacun avance comme il doit avancer. Mais ce que moi j'aimais avec ton parcours, c'est que c'est pas parce que tu viens d'un endroit de milieu modeste que tu t'es dit ah les parents ils payent tout Ah non, tranquille. non. Tu vois, c'est ça que j'aime bien dans le délire. Maintenant, on poursuit. Euh, donc, à la fin du lycée, qu'est-ce qui te pousse à du coup venir en métropole? Je sais qu'il y a plein de personnes de Martinique et de Guadeloupe Mhm. qui viennent en métropole et généralement, c'est lié à l'école. J'ai une fille de La Réunion que j'avais rencontrée il y a quelques années qui me disait elle a eu 20, plus de 20 de moyenne. Et j'étais choqué, genre, plus de 20 de moyenne au bac. Mais en fait, elle a dit que c'était le seul moyen de quitter son île. C'était de défoncer à l'école. Parce qu'elle dit, crois pas, hein, parce qu'on est français de Lille, qu'on peut venir faire ce qu'on veut en France métropolitaine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Pourquoi ma venue ici? C'est parce que j'espère que ma mère va pas voir. Mais en fait, de base, déjà, je voulais faire des études de cinéma. Bon, études oblige. Et en Martinique, en fait, le problème, c'est que les études, c'est hyper compliqué d'avancer, d'avoir des opportunités, et cetera. Donc, en fait, on est tous obligés. Après, ça dépend pourquoi, mais on est tous obligés d'aller, de décaler en France, ici sur l'Hexagone. Ouais. Du coup, c'est surtout pour ça, parce Mhm. que les études que je voulais faire, c'était ici et surtout parce que si je veux faire les réseaux, tous mes projets, et cetera, que ce soit le cinéma, et cetera, si je voulais vraiment me développer, c'est sur Paris, c'est ici que je peux le faire. Je pense que j'aurais été ici beaucoup plus jeune, j'aurais été plus loin que Tu maintenant, penses? je pense. Ok. Mais après, je sais pas, peut-être que c'est facile à dire, mais je sais pas, il y a tellement plus d'opportunités que je les aurais saisies hyper rapidement et peut-être que j'aurais fait quelque chose. Après, bon, je pense que si la vie a fait que je suis arrivée à cet âge-là, je pense que c'est pour une raison. Et en vrai, l'enfance en Martinique, finalement, c'est plus bénéfique qu'en Hexagone parce que j'ai pas été confrontée à certaines choses qu'ici on est confronté, genre le racisme, certaines choses, les préférences, etc. Puis même, je trouve l'école ici est plus dure qu'en Martinique, je trouve. Ok. Ou peut-être c'est l'ambiance qui fait ça, mais ma petite sœur, elle qui, du coup, elle fait la transition là, Mhm. ah, la pauvre, elle en peut plus. Ouais, Ah oui, c'est chaud pour elle. ok. Mais elle a quel âge? Elle a, alors attends, elle a 16 ans cette année, elle a 15 ans, ouais. Ouais, ok. Et là, elle est venue au lycée en métropole. Ouais. Ok. Et elle est partie jeune. Oui. Mais pourquoi? Ben, ouais, elle a suivi tout le monde. Ok. Ah, vous avez tous bougé. Non, bah, moi, j'ai fait mes affaires de mon côté. Ok. Après, eux, ils ont décidé de. Ok. C'est ça. Ok. Ok. Et
toi, t'es venu dans l'idée de faire des études de cinéma par rapport à tout ce parcours de réseaux sociaux. C'est ça. Ok. Il y a que ça qui me booste tous les jours, en fait. Moi, c'est pas forcément les réseaux sociaux, mais comme je sais que j'ai envie de faire quelque chose de concret, que ce soit dans l'image, la vidéo, etc., c'est que ça qui booste toutes mes décisions quotidiennes. Même par exemple, des gens avec qui je vais traîner mes relations, je vais le faire par rapport à, on va dire, le côté professionnel. Ok. Toutes les vidéos, les réseaux, etc., c'est ce qui va diriger, entre guillemets, ma vie, on va dire. Ok. Donc voilà. Et pourquoi cinéma particulièrement? École de cinéma. Parce qu'en fait, j'aime bien le montage et tout. Je me suis dit: «Bon, comme il faut que je fasse des études, faire ça». Au final, j'ai arrêté et heu et voilà. T'as arrêté l'école? Oui. Ok. Par rapport à Bandit ou toi-même Les 2 parce que déjà je me dis s'il y a une saison 2, voilà et puis j'avais envie de me concentrer sur les réseaux, que ce soit plus concret et cetera. Parce qu'en fait avec l'école de cinéma, je pouvais pas me concentrer pleinement et financièrement, fallait que j'ai beaucoup plus de temps pour lancer des projets à côté. Sachant que j'ai un personal branding maintenant hyper fort, Ouais. je sais que là je lance un projet mais c'est clean. Mais du coup si je continue à l'école, mentalement ça allait être impossible de tout faire. Avant je pouvais, mais maintenant, je sais pas, je peux plus, il faut que je me concentre sur une seule. Tu sentais plus de faire deux choses, tu vois, Non, être à fond dans un truc. même j'avais l'impression de me forcer, parce que je me dis: «Mais en fait, je vais aller dans cette école-là, je sais très bien que même si je fais 3 ans, je vais pas faire un métier dans ça, donc pourquoi me forcer à faire quelque chose de je sais que ça me plaît pas au fin fond de moi?» Puis même les gens qui avaient là-bas, ils me donnaient pas forcément, enfin, on n'avait pas les mêmes, ça me drivait pas. C'est-à-dire c'était des personnes hyper sympas, mais je sais qu'on n'irait pas au même endroit et du coup, je me sentais pas vraiment. Tu te sentais pas stimulé Non, par les personnes qui étaient dans l'école, quoi. non, j'allais à l'école parce que bon, fallait aller, mais ça me faisait pas plaisir honnêtement. Même ce qu'on apprenait, en plus comme j'avais de l'avance du coup, par rapport à tout le monde, ce qu'on apprenait, bah, on m'apprend à faire un cut quoi. Enfin, ça fait 10 ans que je fais des cuts, tu vois? Il y a une sorte de c'était compliqué. Du coup, j'ai envoyé un message à ma mère, j'ai dit: «Maman désolée, mais je vais arrêter l'école». En plus, on paye hyper cher, donc Ouais. là, je me retrouve dans une situation où je dois les rembourser, Ok. payer mon loyer toute seule. Ouais. Bon, ça, je vais assumer de toute façon, il y a pas de souci. Mais C'est cool que tu aies voulu leur aller rembourser, hein. oui, bah, en fait, je dis par respect, quoi, parce que c'est quand même des sacrifices qu'ils ont fait, parce que je suis consciente qu'ils ont payé de l'argent pour cette école, de l'argent avec lesquels ils auraient pu faire leurs propres projets de leur côté. S'ils ont envie, je sais pas, d'acheter une maison au pays, faire des choses comme ça, moi, en allant à cette école-là, je les bloque dans leur vie, tu vois? Enfin, je suis consciente que je suis leur enfant, mais il faut pas non plus que je sois un poids et que je me sers, de eux. Enfin, je pense que c'est un minimum de respect de: «OK, je vous ai fait perdre votre argent, laissez-moi le temps de refaire toutes mes choses, de stabiliser, je monte et cetera et ensuite, je vous rembourse». Pour moi, c'est normal, je pense. C'est ultra intéressant. Quand ils sont venus dans l'école, on parle de bandits maintenant, quand ils sont venus dans l'école, parce que l'on arrive à l'école maintenant, c'est arrivé au bout de combien de temps qu'ils rentrent dans l'école et qui est venu et comment ça se fait qu'ils ont vu l'œil sur toi? Ils ont pas eu l'œil. Aller vers eux. Vu. Ok. C'est ça, c'est que c'était, en première il y a 2 ans, 2-3 ans. Ils sont venus dans notre classe parce qu'ils faisaient du, casting Ah, en sauvage. première au lycée. Mmh. Ok, ça vient de là. Ok. C'est une Ok. classe de cinéma audiovisuel en spécialité. Ok. Ils viennent dans notre classe, ils nous expliquent le projet, ils disent: «Bon, il y a Netflix qui veut faire une série en Martinique». Ils nous expliquent que c'est une famille, de 7-8 enfants, et qui cherchent, les frères et sœurs. Et moi, je me dis: «Oh, trop bien, j'aimerais trop être dedans et cetera» et ils disent, «Il y a des castings, ils vont nous prendre en photo, vous donner vos coordonnées et cetera». Ils me prennent en photo, 2 semaines plus tard, j'entends des bruits de couloir dire: «Ah, vous avez fait le casting et cetera, ah, c'était trop drôle et tout». J'ai dit: «Quel casting? On a pris les mêmes photos au même moment, pourquoi on m'a pas appelé et tout?» Donc j'étais un peu, en mode, «Ah bon, on m'a pas appelé, tant pis». Et mais je me posais pas plus de questions que ça parce que je me dis: «Netflix, qui va venir appeler, Ama, Netflix?» Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Donc bref, moi, j'étais sur mes réseaux sociaux de toute façon à l'époque, donc j'avais déjà mes projets, donc j'y pensais pas plus que ça. 6-7 mois après, ma prof de audiovisuel, elle a un contact avec une directrice de casting qui m'appelle pour une autre série tournée en Martinique, Tropique Criminel. Ok. Je sais pas si tu connais? Ouais, 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 trop criminel, ouais. Du coup, ils disent qu'ils cherchent, une fille noire, pour jouer un rôle. Du coup, je me dis: «Bah, go!» parce que surtout que j'avais envie de tester des castings à cette époque-là pour, juste pour sortir de ma zone de confort, Ouais. tester des choses et cetera. Je voulais tester plein de trucs. Ouais. Du coup, j'y vais. C'était une scène où je devais pleurer et tout. J'ai pas été prise, mais j'ai trop aimé l'expérience, vraiment, j'ai trop aimé,
Ça m'a pas déplu de pas être prise parce que j'ai trop aimé, en fait. Et finalement, la directrice de casting, comme elle avait mon numéro, elle me dit: «Ah mais il y a une série, Netflix là qui sont en train de tourner, on cherche un personnage, est-ce que tu veux faire?» Je dis: «Bah, bien sûr, c'est une expérience en plus donc go». Je me lance, je joue, le rôle de Annabelle à ce moment-là, Ok, rien à voir. ok. Je joue et tout, la scène avec Jesus, je sais pas si tu as regardé, on va pas trop spoiler. Et donc au final, j'ai pas été prise pour ça, mais elle me dit: «Tu pas été prise, mais reviens parce qu'en fait, on te voit plutôt dans un autre rôle». Ok, Donc je reviens, je fais, le rôle de Hank cette fois-ci ok. et quelques semaines plus tard, il me rappelle pour 2-3-4 fois pour rejouer le même rôle. Du coup, je me dis: «Ah ça sent plutôt bon» et par contre, pendant tout ce processus-là, j'étais vraiment mais en mode, j'y vais parce qu'on me dit de venir, mais j'étais pas dans l'optique, «Ah oui, il faut absolument que je sois prise». Genre j'étais vraiment là en mode: «Ah c'est une expérience en plus, c'est trop bien, on me rappelle, bah trop cool». Et la dernière fois, je rencontre du coup Éric Rochant, le réalisateur. Il me dit, «Ah mais non, mais vraiment tu joues hyper bien, c'est super cool, bah, j'espère que ça va être bon pour toi pour la suite et cetera». Sachant qu'il y avait 2 autres personnes qui étaient en compétition avec moi, mais ça évidemment j'étais pas au courant. Du coup, je me suis dit: «Ah mais je suis toute seule et tout». Bien la dernière phase où, du coup je suis en compétition avec d'autres, actrices et ils font des mélanges avec d'autres acteurs pour voir quelle famille va le mieux. Donc je passe ce moment-là et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai senti l'opportunité. Je me suis dit: «Mmh, en vrai, ce serait bien quand même si je suis prise parce que ça peut m'ouvrir des portes et cetera. Mais quand même, si je suis pas prise, ça me déplairait pas non plus, genre je serais pas triste non plus parce que je me dis: «C'est une occasion pour la Martinique». Genre à ce moment-là, j'ai pas pensé qu'à moi personnellement, j'ai aussi pensé au tremplin que ça pourrait être, collectivement parlant. Parce que je me suis dit: «1er projet martiniquais», personne ne pense à aux Antilles, de base. Donc je me suis dit: «Pour la communauté, ce serait incroyable et puis au pire, je suis pas prise pour le rôle, je fais figurante et ça me va aussi bien». Enfin, moi, en fait, dans tous les cas, j'aurais joué dans le truc en tant que figurante, c'est toujours un plus. Je voyais que du Totalement, plus totalement. dans ça. Donc voilà, je passe, le dernier jour et cetera et puis je me dis: «Bon, Ama, tu fait tes derniers castings, oublie. Oublie le truc, fais ta vie et cetera». Et donc 2 semaines plus tard, je suis, à l'école. J'espère que ma mère va pas voir ça. Et ce jour-là, j'avais la flemme, d'aller en cours. Du coup, je suis sortie de la classe et tout et je reçois un appel et du coup, c'est la directrice de casting qui me dit: «Bon, bah, félicitations Amma, tu été prise». Et du coup, j'étais trop contente, j'ai crié et tout. Je me suis dit: «Ah, cet après-midi, je vais pas en cours, c'est pas bien. On va machin». Et du coup, j'ai appelé, ma pote et tout. Je lui ai dit: «On s'est fait un McDo, tout ça» et voilà. Ok. Et je suis Pour trop célébrer. ouais, Ok. c'était trop bien. Mais du coup, donc, quand a été tournée la série? En 2000, l'année dernière? Ok. Quand tu étais encore en Martinique. Oui. Ok, donc c'était ton année de bac. Ouais. Tu as fait une série, tes projets Ouais. et le bac en même temps. Et tu as eu le bac. Mmh. Comme quoi, arrêtez de vous trouver des excuses là. Oui, en fait, de vrai, je trouve qu'on se trouve trop d'excuses alors qu'on a le temps de tout faire, faut juste être concentré. Ouais, Mais après, je pense que la série, ça m'a beaucoup aidée niveau école, parce que justement, comme j'étais pas à l'école, j'étais plus concentrée sur l'école. Parce que l'école, déjà que ça me saoulait, le fait de faire quelque chose que j'aime, de me lever pour quelque chose que j'aime. Du coup, quand il fallait travailler pour l'école, je le faisais sans avoir la pression de le faire tous les jours, et cetera. Et ça, je pense que j'étais plus épanouie en fait. c'est cool. Maintenant que tu as fait la série, tu nous as dit il y aura peut-être une saison 2. J'espère. Nous, on espère aussi en tout cas. Euh, Est-ce que tu te vois maintenant actrice Ça. ou, ou c'est un truc que tu mets loin comme ça? Comment tu le sens maintenant? Bah, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, c'était tellement pas prévu dans mes projets. Moi, j'avais déjà mon plan depuis 10 ans dans ma tête. Genre, je me disais, bon, cette année-là, je vais faire ça, 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 ça. Sauf que là, en fait, ça a tout changé. Donc, en fait, je sais pas. Et je pense que ça me met. Je sais pas, c'est une sorte de pression là que ça me met. Parce que c'est comme ça m'est tombé dessus et que maintenant, j'ai l'opportunité de faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je fais actuellement. Je sais pas. T'es un peu perdu là. Ben, je suis perdue, je sais pas si je dois me lancer vraiment sérieusement dans les castings, si je laisse venir à moi, mais du coup, ça voudrait dire que potentiellement je peux laisser tomber une opportunité. Donc honnêtement, là, je suis perdue, je sais pas. Je sais pas. Intéressant. Mais en même temps, je me dis: «Je suis pas obligée de faire que actrice, hein, je peux continuer à avoir plusieurs palettes». Faire ta création de contenu à côté, C'est etc. ça, parce que Bon, après, tu es dans un pays où ils ont du mal avec les gens qui ont plusieurs casquettes. mais en même temps, je me dis: «Mais
pourquoi pas être la première? Ouais, pourquoi pas. Ben c'est ça, parce que au final, s'il y a personne qui se lance dans plusieurs trucs, personne va le faire et au final, on sera bloqué dans quelque chose. Alors que les Américains, eux, ils le font très bien. Du coup, je me dis: «Bah, je pourrais très bien être la première personne, Totalement. qui puisse le Moi, quand faire, je quoi». vois un rappeur comme DDG, qui est à la place d'un créateur de contenu et qui est devenu rappeur, C'est ça. euh, quand je vois des youtubeurs, d'autres trucs, faire des marques, faire des trucs de boissons, et que tout est cohérent au final, il n'y a pas à se bloquer dans un truc. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans ta première expérience de jeu, t'as envoyé quand même euh, un personnage crédible, un Mmh. personnage intéressant, je pense qu'il y a un truc à suivre. Et mon idée derrière ça, c'est te demander, est-ce que toi, ça t'a paru facile de jouer? Je jouais pas. Tu jouais absolument pas? Ah non, en fait, la majorité des acteurs, honnêtement, on jouait c'était nous, hein. Ok. J'ai l'impression que chaque personnage qu'ils ont choisi, en vrai, c'était nous dans la vraie vie parce que Ambre, elle était très garçon manqué, tout le temps énervée. Au final, c'est un peu enfin, c'était moi parce que j'ai changé un peu, depuis le temps. Mais ouais, elle était tout le temps énervée, beaucoup focus dans ses projets. Au final, c'est un peu ça, hein. Rap, C'est toi? très drôle. Non, je rappe pas. C'est moi qui écris les sons d'ailleurs. Ok. Ils ont été écrits pour moi. J'ai fait un peu de musique, je faisais des sons des fois, Mhm. mais pas du tout le même style et puis c'était très parodique, Ok. donc Ouais. Ok, ok, je rappe pas. ok. Est-ce que c'était facile d'apprendre des textes? Oui, oui. Ok. Les textes, en fait, ça coule tout seul, c'est pas en fait, une fois que tu sais ce qu'il faut retranscrire, surtout que nous, on n'avait pas l'obligation de dire mot pour mot, Ok. donc au final, c'était beaucoup plus simple. Ok. On vivait la scène, quoi, donc ça allait. Ok. C'est intéressant de jouer quelqu'un qui te ressemble en premier rôle Oui. euh, à l'écran sans avoir cette peur, parce qu'il y a des gens qui vont avoir peur. Moi, je connais des gens, je te promets, hein, j'ai filmé. Alors, c'est des gens volubiles, genre qui parlent et tout. Ouais. J'appuie, le mec, Oh. tout blanc. Genre, ils disparaissent. Ils savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Et j'ai l'impression que la caméra, elle inhibe beaucoup de gens. Mais toi, on dirait que c'est même pas que ça t'a désinhibé. C'est juste que t'as continué chill comme si bah, c'est pas grave. Bah, oui, après je suis habituée à la caméra, je pense, Aussi. depuis très, très jeune, tout le temps la caméra, donc je pense que c'est ça et puis aussi, je pense que quand tu joues devant des caméras, il faut oublier le regard des autres. Parce que je pense que ces gens-là, s'ils ont peur, c'est qu'ils font attention à ce que les autres pensent, alors qu'en réalité, quand on tourne un film, on se rend très vite compte que les techniciens autour, ils en ont rien à faire de toi. Eux, ils se concentrent sur le son, sur la caméra, est-ce qu'il y a le bon focus? Ils s'en foutent Ouais, de ouais, ce qui se passe. ouais. Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment ça, il faut se détacher du regard. Et ça m'a aidé quand même de lâcher prise un peu sur ça. Parce que c'est vrai, il y a des fois, il y a certaines scènes où j'ai eu du mal parce que justement, je m'occupais trop de ce que les gens pensaient de moi, alors qu'en fait, il faut juste se lâcher et oublier que c'est pas toi, que c'est un rôle, que c'est un personnage. Exactement. Voilà, c'est ça qui Exactement. Dans la série, il y a, bon, toi, t'as pas trop vécu ça, la famille qui a des problèmes, il y a ces histoires de drogue, mmh. de trafic à l'intérieur, euh, King et l'autre qui se battent en mode c'est moi qui vais sauver la famille, c'est moi qui vais sauver la famille, etc. etc. Euh, Toi, comment tu as appréhendé le truc? Parce que toi, c'est pas du tout ta vie. Non. Comment tu es rentré dans ton personnage pour que tu puisses rentrer en symbiose? Surtout que Sherkan, c'est un rappeur. Ouais. Donc, de base, lui, ce qu'il joue, c'est des choses qu'il connaît aussi. Mmh. Tu vois? Donc, comment toi, tu arrives dans ça, dans un truc où chacun sait à peu près en vrai C'est ce ça. que c'est cette vie, et que toi, tu dois t'imbriquer dans le truc et que tu paraisses tout à fait naturel en réalité. C'est vrai, hein. Mais je sais pas, je pense que en fait, quand j'ai lu l'histoire, j'ai essayé de faire ce travail-là, de lire l'histoire et de me plonger dedans, comme si j'étais dedans. Peut-être avec les clichés un peu de tout ce qui est drogue et cetera, mais au moins ça m'a aidé à rentrer dedans parce que c'est vrai que la majorité des acteurs, eux, ils ont vraiment connu, pas vraiment, mais eux, ils savent un peu comment ça se passe. Mhm, Alors que moi, j'étais vraiment à l'écart de mhm, tout ça. J'étais vraiment dans mon petit cocon, mhm, tranquillement, qui va à l'école et cetera mhm. et donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à me mettre, dans ça. Mais je pense en lisant l'histoire, j'ai essayé de me mettre dans l'histoire comme si j'y étais vraiment et bon, j'ai eu une facilité à le faire donc je pense que ça a bien rendu, mais c'est vrai que c'était un peu dur. Parce que je me posais, vu que tu me dis que, tu vois, quand je regardais la série, je suis en train de me dire, elle l'a vécu, Ouais, elle tu a vécu et vois, tout.
Et dans ce truc-là, quand je vois Sherka, je dis, bah oui, mais c'était sûr, lui, ça pouvait être que lui qui joue ce rôle. Et la totale l'attitude nonchalante, le truc de... En fait, ce que j'aime bien, moi, dans le truc, c'est le fait que vous en avez pas, pour moi en tout cas, vous en avez pas trop fait. Même dans l'énervement, tu vois, en fait, dans les films, on dit souvent, que je suis réel, on dit souvent aux acteurs, faut que t'amplifies. Parce que les gens, chez eux, ils ont un cliché de comment pleurer, comment s'énerver, comment truc. Mais là, j'ai reconnu mes potes entiers. Une fois qu'ils s'énervent, tu sais pas s'il est vraiment énervé. Tu m'as énervé, cousin, tu vois, mais avec le même ton, sans monter ni descendre, il est vraiment énervé. Et tu sens qu'il y a une graduation qui est différente de l'énervement comparé à quelqu'un qui est ivoirien, où nous, on est très comme ça, alors que, en vrai, il n'y a rien. Mais des fois, on va monter dans les tours, il n'y a rien. Mais c'est parce que c'est notre délire d'être comme ça. Mais j'ai bien aimé ce côté-là où je retrouvais beaucoup de mes potes martiniquais qui sont dans le truc de la graduation de vas-y, arrête là, arrête de me prendre la tête, tu vois, des trucs comme ça. Jusqu'à quand c'est vraiment énervé, c'est vraiment la merde, tu vois. Et ça que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, tout ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pris des Martiniquais, en vrai. Parce que je pense que culturellement, tu peux pas jouer ce rôle-là sans l'avoir vécu quelque part et senti comment les gens y sont, tu vois. C'est pour ça que je parlais beaucoup de ton enfance et tout au début, de savoir comment t'étais et tout. Et, et je te jure que, bon, tu l'as dit là, t'es d'origine guinéenne, on le ressent pas. Genre, si tu nous dis rien, moi, en tout cas, de mes potes que je connais, j'ai pas vu ton nom. Moi, je regarde la série, moi, je sais que je connais à ma gauche. Ouais. Il y a pas, je vais regarder les noms de famille et tout. Moi, j'ai dit, je vais regarder la série en me disant, je connais personne, je vais la regarder comme ça. Tu vois, et j'en ferai ma réflexion moi après. Ouais. Moi, en tant que personne, après, peut-être les Martiniquais, connaissent les détails, Ah, mais peut-être qu'ils vont oui, chipoter. ouf, ah, il y a eu que ça. Ah, mais moi, extérieurement, de mes potes que j'ai de France, j'étais en mode, et t'es Martiniquais, les grands. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que les Martiniquais ont relevé? Bah, du coup, tu vois, comme j'ai vécu avec 2 cultures, j'ai pas l'accent antillais fort, fort, fort. Ça veut dire qu'avec des Martiniquais, quand je vais leur parler, ils vont dire: «Oh mais toi tu brodes, tu parles comme une Française», tu vois? Mais quand je suis, par exemple, en France, bon là, je pense que comme ça fait un peu longtemps, ça s'est un peu C'est estompé, ouais. 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 Mais par exemple, quand je venais d'arriver en France, on me disait: «Ah mais toi tu es antillaise et tout». Parce que du coup, certes, en Martinique, c'est pas très fort, mais en France, ça se ressent. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, moi, je sais pas où me placer. Je sais pas, je suis quoi? Française? Tu vois? Je sais pas, parce que là-bas, quand je vais là-bas, même des gens, ils me disent, genre, il y a eu des critiques et tout qui disaient: «Ouais, mais elle vient pas de Martinique et tout». Alors que j'ai vécu toute ma vie en Martinique, que ça. La France, là, je suis en train de découvrir. Mais du coup, Tu parles créole? un peu. Mais du coup, comme j'ai pas assez vécu, avec des gens qui me parlaient Ouais, créole, créole, ouais. je parle pas créole, bien, le créole bien gras, le machin. Je pense qu'il est là, c'est de là où il vient le truc de l'accent. Mais moi, dans ma tête, tu sais que moi, je l'ai perçu en mode, elle va à l'école. C'est pour ça que elle a pas l'accent comme les autres. Je l'ai pas perçu en mode, c'est une étrangère. C'est moi, dans le rôle que tu joues, c'est parce que quelqu'un qui va à l'école, qui veut tellement s'en sortir, Qui qu'elle va pas, ils ont dit dans ton personnage, bah, pousse pas à l'accent, parce que toi, tu es à l'école, toi, tu veux t'en sortir. C'est comme ça que je l'ai pris, tu vois. j'ai rien forcé, rien. J'ai pas voulu toucher à mon accent parce que je voulais pas non plus faire, forcer un accent que je n'ai pas. Ouais. Déjà, je trouve que ça fait c'est pas que c'est dégradant, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien et puis il y a même des gens en Martinique qui ont pas forcément un accent, hyper prononcé, tu vois? Ouais. Et pourtant, c'est des Martiniquais de Martinique avec des parents martiniquais. Ouais. Mais moi aussi, comme j'ai vécu avec des gens, martiniquais qui, eux, n'avaient pas l'accent hyper prononcé, je pense que, bon, ça a dû jouer quelque chose, quoi. Ok. Mais donc voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oui, comment tu as fait l'accent?» alors que moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai parlé normalement, je suis restée le plus naturel que possible. De toute façon, c'était ce qui était demandé, quoi. Il y a eu un débat un peu sur Internet de sites, de tout ça. D'ailleurs, il y a les copains de Camino, je le shout out et tout, et d'autres gens, qui disaient, ouais, c'est bien, mais encore une énième histoire où on est dans la drogue et tout. Euh, Moi, en tout cas, qui me mange beaucoup de séries, tu sais, c'est marrant, ce débat-là, je l'ai pas avec mes potes Quinry, qui pourtant se mangent Power. Il y a que ça. Il y a Power, il y a voilà les saisons de Power. Arrête, il y a Snowfall qui est sorti, il y a trop de trucs. Et quand moi, j'avais cette réflexion avant, il y a 10 ans, j'avais un moment un truc de me dire,
À chaque fois qu'il y a de Renault à l'écran, c'est que des gens de drogue et tout. Là, là. Et c'était à l'époque, je commençais à bosser avec des carrés. Et carré, il me disait, pourquoi tu te poses cette question? C'est une série. C'est de la fiction. Et j'étais en mode, oui, mais c'est un impact sur les jeunes et tout. Nan, nan. De quoi tu parles? Tu sais, en fait, eux, ils avaient, mais, après, peut-être que mes potes, ils sont particuliers, mais eux, ils rêvaient pas à comprendre mon raisonnement en train de dire, mais imagine, tu sors un album de rap, tu vas parler de Pissenlit. Il me disait, c'est quoi le raisonnement que tu me donnes? Si je fais un album de rap, je suis cru, je suis rap. S'il fait un album de rock, il est cru, il est rock. Donc si on fait une série sur le ghetto, ben on fait une série sur le ghetto, il y a le problème. Enfin, Et celui qui veut faire une série sur les traders, il la fera s'il veut. Mais si elle marche pas, elle marchera pas. c'est ça, faut aussi comprendre que le cinéma, c'est un peu du business et qu'il y a des clients à ramener. Et puis même, enfin, je comprends ce raisonnement en vrai ça peut s'entendre. Mais d'un autre côté, en tout cas concernant Bandit, première série en Martinique, c'est la première fois que Netflix vient accepter au moins cette première. Après, peut-être on pourra faire d'autres sujets parce qu'il y a énormément de sujets et Dans la première saison, il y a énormément de il y a sujets. qui sont apportés. C'est parce que la drogue, en fait, moi je trouve que les gens qui font le débat, en tout cas, c'est les gens qui n'ont pas regardé Ils ont tout, pas regardé toute parce la que c'est saison. ça le Parce sujet que de la c'est série. voilà, C'est même pas ça. moi, je peux relever le racisme. Moi, Milord, j'aime bien comment il s'appelle Milord, j'aime bien ce nom-là, tu vois, demi-seigneur, C'est vrai. tu vois, Milord, le fait que son vrai problème, pour moi, c'est la fille qu'il aime. C'est ça. C'est une dinguerie ce qui se passe à côté. Et pour moi, on parle d'une île où la majorité des gens sont renois. Ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué déjà. Je sais que je suis au courant. Et comment c'est mis à l'écran, la discussion avec l'oncle, c'est une dinguerie. Ce qu'il lui dit, je me suis déjà mangé ces discussions. Et moi, je me suis mangé ces discussions-là, parce que vu que j'ai grandi avec des gens de bonne famille et tout, j'ai sur ça une fois. Une fois. Donc en fait, j'ai eu comme un trauma flash. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, wow. Quasi au mot près, c'est ce qu'on m'a dit. Et il s'est senti bête, le mec, parce qu'en fait, ça m'a fait un flash, et c'était à peu près le même âge. Parce qu'il a 16 ans et tout, j'ai fait, putain, c'est un truc de ouf, on dirait c'est moi. La différence entre Milord et moi, c'est que je suis dans la même école que la meuf. Donc, il s'est senti con un jour, je sais plus pourquoi il devait passer dans cette école-là, et il me voit dans l'école. Et il savait plus où se mettre. Parce que moi, je lui ai rien dit à la fille, et elle savait pas pourquoi je lui parlais plus. Parce qu'en fait, moi, j'étais très émotif quand j'étais plus jeune. Et moi, en fait, c'est en mode, mais en fait, vous êtes tous pareils. Vas-y, tous vous faire F. Tu vois, pour moi, c'est pareil. Si ton oncle est comme ça, t'es comme ça en vrai. Et elle comprenait pas. Et quand son oncle, il est venu, c'est plus se mettre. Et ce jour-là, elle a vu son oncle. Elle a vu qu'on s'est regardé. Elle a vu le truc. C'est elle qui est venue, elle a dit. En fait, on se parle plus à cause de mon oncle. Tu vois. Et là, je lui ai expliqué le truc, tu vois. Et entre ça, l'espèce de ségrégation sur l'île, les blancs d'un côté, les renois de l'autre, moi, je trouve que déjà, c'est un sujet qui est très bien amené. Il y a ça. Services sociaux. Il y a l'attouchement sur les mineurs. En fait, il y a tellement de trucs qui sont trucs que pour moi, la drogue, elle est annexe parce qu'en fait, l'histoire de la drogue en elle-même, on parle du respect des anciens. Quand Sharken avec sa mère, il démarre pas King. Ça, déjà, ça, en fait, plein de trucs comme ça, ça te met un contexte qui te dit, la drogue, en fait, c'est un prétexte. C'est un prétexte à l'histoire. L'histoire, elle est sur des relations humaines, de respect entre frères et sœurs, mais version antillaise. Parce que le grand frère, tu ne parles pas d'une certaine façon, le grand frère qui va parler au dealer. Parce que ses grands frères, ils veulent plus bosser avec lui. Tu vois, des trucs qui se passeraient pas ici. Et je trouve que, du coup, qu'on n'a pas à regarder, on se rend pas compte qu'en fait, bah, on a juste mis un teaser, les frères. C'est ça. La majorité des gens qui ont dit ça, la série était même pas sortie, t'avais déjà des articles qui parlaient du fait que ça parlait de drogue, etc. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais vous êtes fort pour parler de quelque chose que vous avez pas vu. Parce que vraiment, le point principal de la série, c'est l'amour, la famille, vraiment la volonté en mode, la famille, il n'y a pas plus haut que ça dans la vie. Et c'est ça, en fait, le message principal. Et après, il y a plein d'autres sujets qui sont traités de manière implicite ou non. Et c'est ça que je trouvais bien dans la série. Ça parle pas. La drogue, en fait, c'est juste un prétexte marketing, je pense, pour que les gens viennent, etc. Mais ça parle très peu de ça, en réalité. Le petit frère, au moment qui se balade avec un gun, moi, ça m'a fait un parallèle avec un jour un rappeur, je peux pas dire son nom, je peux pas qu'il y ait des histoires, tout ça.
Bref, je suis sur un clip un jour. Il est un peu plus vieux, le fils, il a 9 ans à cette époque-là. Et le fils, il vient sur le tournage, il parle mal. Il parle mal. Mais il est pire que le petit dans la série, il parle mal. Le petit, alors moi, il prend le flingue de son daron, il joue avec. Et moi, je suis là, je me dis non, c'est un film, c'est un sketch. Ce que je suis en train de voir, en fait, on me prank. On me prank, c'est impossible. Tu vois? Et en fait, je me rends compte qu'il y a des territoires, il y a des endroits où, ouais, il y a des gamins, ils sont avec un entourage qui fait que, ben, ils sont beaucoup plus adultes rapidement, parce qu'on leur demande d'être comme ça, et parce que l'entourage te dit, ouais, un bonhomme, c'est ça, un homme, c'est ça. En fait, son daron, comment il l'a élevé, ça en fait une bombe à retardement, le petit. Ouais. Tu vois. Et lui, le petit, en l'occurrence, dans la famille, il n'y a plus la maman. Donc, De il repères. y a plus le repère. Et il peut partir en vrai quand il veut. En plus, lui, ses repères, c'est qui? Ses deux grands frères qui sont des oufs. Donc, je dis, bah, je vais être comme. Tu vois. Et donc, et j'ai bien aimé le truc de, on dirait un petit Danone, il est là avec son téléphone. C'est moi qui ai fait ci, qui ai Ouais, non. Donc, ouais, donc, en tout cas, ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que si vous regardez cette série, et je vous pousse à la regarder, il y a vraiment des sujets typiques, je pense, de l'île qui sont abordés, mais vous allez vous reconnaître, surtout si vous venez du Hood, Ouais, beaucoup. dans plein d'aspects, dans la relation familiale, dans l'absence de parents. On parle d'un papa qui est pas là, Plusieurs papas qui sont. voilà, plusieurs papas qui sont pas là, de la maman qui n'est plus là, d'un frère perdu, tu vois. Et comment tu te reconstruis autour de tout ça? Parce qu'en fait, c'est beaucoup de douleur. Ça a amené avec de la violence. Mais en fait, c'est parce que ils peuvent exprimer ça que comme ça. Tu vois, c'est amené de la violence, mais on parle de gens, en fait, qui s'aiment. Mais comment on tient debout quand il y a tout qui s'écroule? Casse, ouais. Tu vois? Donc, qu'est-ce que toi, tu dirais en tout cas aux gens pour les pousser à regarder? Ça cartonne déjà, de toute façon. Donc, pas besoin de moi pour ça, mais Pousser à regarder. Déjà, s'ils veulent connaître un peu la Martinique, la vraie Martinique, pas ce qu'on. Parce que quand on pense à la Martinique, c'est tout le temps les cocotiers, la plage. Ah oui, tu vas à la plage après l'école. Non, c'est normal. C'est vraiment s'ils veulent connaître la vraie vie en Martinique, pas la vie qu'on nous vend. Je pense que c'est important. Et puis, même s'ils veulent voir une histoire où ça parle d'amour et à quel point des gens sont prêts à faire des choses graves juste par amour, je pense que c'est une série à regarder. Je pense que c'est une très bonne série à regarder en vrai. là, j'essaie de pas trop spoil, j'ai trop de trucs en tête. Si je pose des questions sur d'un truc, ça spoil. Donc, je vais m'arrêter là sur ça. Mais en tout cas, comment toi, tu vois ton évolution maintenant? Moi, tu m'as dit, tu as un peu perdu parce que tout te tombe dessus. C'était pas ton plan. Un jour, je m'envoyais une note qui me disait, un jour, je tournerai dans une série, etc., etc. Et c'est arrivé. Euh, quelle est là, comment tu te visualises? Est-ce que tu te visualises en me disant, je me vois à long terme, ou maintenant, je prends comme ça vient? Comment tu sens maintenant ton truc? Tu as hacké ton futur depuis que tu as 8 ans, en vrai? En vrai, tu as hacké ton futur depuis que tu as 8 ans. Et maintenant, comment tu te visualises maintenant la ligne? Est-ce que c'est le brouillard et j'avance quand je vois la route, bah, je prends ce qui vient? Ou est-ce que je me projette, mais en même temps, s'il y a un truc qui vient, on voit. Je pense que c'est plus ça. C'est plus de la projection et quand même accepter ce qui vient à moi. Parce qu'en fait, être acteur, c'est. En fait, déjà que c'était pas mon plan, j'ai comme cette peur de le devenir vraiment. Tu vois? Parce que là, ça m'est tombé dessus, j'ai accepté. Mais le fait de, je pense, de m'investir vraiment pleinement dessus, je pense que c'est un blocage que j'ai de me dire: «Est-ce que tu as vraiment envie de prendre, ce qui va arriver après?» Parce que être acteur, il y a beaucoup d'inconvénients. C'est déjà, il faut participer à beaucoup de castings, il faut que je prenne des cours et cetera. Parce que j'ai joué un rôle, bon, c'était assez facile pour moi parce qu'entre guillemets, «il me ressemblait beaucoup». Mais est-ce que je vais être capable de jouer d'autres rôles qui sont aussi différents? C'est aussi certaines barrières. Enfin, peut-être que c'est des barrières mentales que je me mets, mais être noir en tant qu'acteur, c'est pas pareil. Donc c'est plein de choses comme ça qui me font c'est des blocages encore que j'ai pas des choses auxquelles j'ai pas encore réfléchi, qui me font me dire: «Est-ce que tu as vraiment envie de ça ou est-ce que tu vas prendre ce qui arrive? Est-ce que tu as vraiment envie de te lancer dans ce parcours-là?» Sachant que tu y avais pas pensé. C'est surtout ça.
Moi, je suis vraiment, je sais pas, des fois, je me demande si je suis pas autiste, mais en fait, quand j'ai pas, quand c'est pas dans le programme, Mhm. je suis vite désemparée. Ok. Tant que c'est parce que là, du coup, je sais pas quoi faire. Alors, en tout cas, moi, pour conclure, moi, je dirais que tu avais ton chemin, et en fait, ton chemin, il a éclairé d'autres chemins. C'est ça. Tu vois, parce que tu es parti de je monte des vidéos à maintenant je joue dans mes vidéos, à maintenant je joue dans les vidéos des autres en réalité. C'est juste en fait une continuation de création de contenu Ouais, à plus grande échelle. c'est ça. Tu vois, et que, en tout cas, moi, dans mon intime conviction, après moi, ce que j'ai vu à l'écran et ce que je suis sur les réseaux, c'est que je pense que les deux personnages peuvent toujours aller l'un avec l'autre. Et je pense que, parce que tu as toujours été comme ça de faire des choses, je pense qu'il y a la voie pour euh, développer autant l'acting et Oui, que développer l'acting va aider aussi à ma gauche c'est ça. à se développer aussi sur les réseaux. Donc je pense que les deux vont s'entraider, Ensemble. vont ensemble et les deux vont permettre de créer différentes facettes de Hamar et t'amener là où ça doit t'amener. Et, et dans ce cinéma français, on n'a pas beaucoup de nouveaux visages. C'est vrai. Voilà. Que en plus, toi, tu viens de plein de cultures différentes, donc tu as une force, je pense, intérieure qui va se ressentir dans ta façon comment dire, de te présenter au monde. Je pense qu'il y a des choses à faire. Tout à l'heure, on parlait même du fait que tu parles un peu anglais et que tu as une volonté de vouloir apprendre l'anglais, d'aller plus loin. Et tu es quelqu'un qui apprend vite. Que actrice, tu parles anglais, demain, ce sera sûrement, voilà, on a un Netflix, on va voir une série de zinzin, on va être là. Ah, c'est la meuf là qu'on voyait, tu vois. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ben, c'était un honneur, hein. Merci à toi d'être venu. Dire que j'écoutais il y a un an ce podcast. Wow. Ah, mais c'est comme ça. Et ça c'est aussi pour ça que je t'ai invité, parce que depuis les tout débuts du truc, t'es en mode envoyer des messages, merci, ça fait du bien, etc. Là. Et, et moi, voir l'évolution de quelqu'un qui suit ce qu'on est en train de faire, moi, je jette aucune fleur parce que tu as ton talent, tu as des trucs qui font que tu es arrivé là jusque-là. C'est extrêmement cool. C'est que le Et c'est début. que le début. Tu que 18 ans. Donc, J'adore. tu as du temps devant toi. Et en même temps, que du temps qu'on ouvre les portes des bénédictions, on est assailli de bénédictions. Donc, faut les prendre. Il faut juste savoir comment gérer. Il faut les prendre avant que il commence un peu à en avoir et se dire Ouais. ah ben, j'aurais dû, tu vois. Donc, voilà. Donc vraiment, est-ce qu'on a un scoop, un truc exclusif là? Est-ce qu'il y a un truc qui arrive prochainement? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Il y a tellement de choses que je sais pas. Ok, Même moi, en fait, là, je sais pas. Là, moi, j'assiste à ma vie, là. ok, J'ai l'impression de juste regarder ce qui est en train de se passer. Donc, je sais pas. ok, Mais en tout cas, j'espère que pour Bandit, il y aura une saison 2. Ça, c'est vraiment mes espérances. ok. Et voilà. Moi, j'espère qu'il y aura. Je tapé sur le micro. J'espère qu'il y aura pas que Bandit, Pas que Bandit, déjà, beaucoup plus de... que même d'autres séries Netflix et voire plus et même grand écran. Peut-être Hollywood un jour, Voilà. imagine. Et les trucs que tu es déjà, ben, t'es déjà une débrouillard, tu vis dans ton appart, tu fais ta vie et, et ouais, tu seras bien sûr parisienne. Ouais, c'est encore là. Voilà, vraie parisienne, dans le créatif parisien, tout ça. Non, non. Vraiment, les clichés, Je- je- par exemple. Et c'est bien aussi pour les jeunes qui regardent, ils ont vu un truc, c'est que tu as bossé. Tu vois, C'est vrai. Faut franchement, oublier ça. voilà, tu as bossé. C'est pas, ils sont tous là, ouais, je vais être créateur de contenu. Tu as bossé, tu as travaillé. Beaucoup de travail Ah, qu'on voit pas. On a l'impression que c'est facile, mais c'est très dur en vrai. ah, Quand on y pense, il faut rester mentalement concentré. ah, Parce que pour ça, je pense que j'ai arrêté plein d'amitiés, hein. ok, Des gens vraiment avec qui je traînais tout le temps, mais je me suis dit, ils vont pas m'emmener là où je veux. Donc j'ai cut. ah. C'est peut-être une erreur, enfin pas une erreur parce que peut-être je serais pas là où j'en suis, mais la manière dont je l'ai fait, j'aurais peut-être pas dû le faire de cette manière-là, je pense. T'as été sèche. Ouais, moi j'ai pas de temps à perdre, ça veut dire. Mais des fois, j'attendais le moindre petit truc qui allait pas. Je me dis, bon, allez, c'est bon, on se focus sur ce qui en vaut la peine. Alors que, au final, les relations, quand je m'en rends compte maintenant que je suis là où je voulais être, les relations humaines, c'est important aussi. C'est important. Et ton intuition te disait que tu avais besoin C'est ça. de te délester de bagages
À pour ce voler moment-là, plus il haut. fallait, je Ouais. pense. Moi, je pense que c'est pas quelque chose de mauvais et que ça veut pas dire que t'aimes pas les gens. C'est sûr que toi, tu as besoin de te focus, tout simplement. Et en tout cas, les vrais potes, je pense qu'ils s'en rendent compte au bout d'un moment et les chemins se rejoignent à un moment ou à un Hein, autre. au final, il y a des gens, avec qui, on s'était un petit peu éloignés, mais c'est eux, je me rends compte, c'était eux mes vrais amis. Maintenant, on se parle tranquillement, enfin, c'est des vraies relations, au final. Donc voilà. Ok. Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Et voilà. Et puis peut-être qu'on la reverra d'ici. On se refera un update peut-être dans 2 ans. On se dira, bon, 2 ans plus tard, c'est comment, tu vois? Et ce serait bien la remontada partout avec à ma gauche. Et on va voir l'évolution. Elle est montée tout en haut. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ce serait grave cool. Merci à toi Merci beaucoup. et je vous souhaite une très bonne journée.